Messieurs, dames, bien le bonjour. 33e vidéo, on va parler des symboles mystiques avec Jean-Paul. C'est parti. Feu. Alors on a évoqué déjà quelques symboles mystiques concernant quelques religions. Là aujourd'hui on va traiter de l'Inde, des contreforts de l'Himalaya, donc Bhoutan, Népal, Tibet, et encore une fois le taoïsme, la Chine. Donc la dernière fois je t'avais expliqué par rapport au cube éthérique, par rapport à beaucoup de symboles issus de religions, de doctrines religieuses. Je t'avais expliqué que tout est lié à la Merkaba, au véhicule céleste. Alors là, je vais te développer, on va commencer par l'Inde, par le lotus. Alors, pourquoi le lotus est lié? Alors, il appelle Vahana chez les hindouistes. Le véhicule céleste s'appelle Vahana, ça s'écrit V-H-A-N-A. C'est comme Merkaba, ça veut dire véhicule. Alors pourquoi ils ont pris un lotus pour représenter un véhicule céleste? Alors simplement eux, je te l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, par exemple quand les juifs kabbalistes évoquent la Merkaba, ils ne parlent que du noyau merkabique, ils parlent de la figure polyédrique qui a dedans, qui est une stella octogonale, ou qui peut être un octaèdre, qui peut être un icosèdre, qui peut être un dodécaèdre. Donc voilà comment les juifs ou les chrétiens, quand on parle du cube éthérique, de la croix chrétienne qui est issue aussi du noyau merkabique. Par contre, je t'avais expliqué à plusieurs reprises que dans le véhicule céleste, dans ce noyau merkabique, le long du canal pranique, il y a des déjections d'énergie. Et il y a un mouvement contrarotatif électromagnétique qui génère des bulbes. Alors quand tu es en état de supraconscience, toute cette architecture éthérique, tu l'aperçois grâce à ta glande pinéale et à ta glande pituitaire. Ça te modélise tout ce qui se passe autour de toi. Et on va dire que la force électromagnétique, elle est complètement invisible. Même avec la glande pinéale, tu ne peux pas avoir la force électromagnétique. Alors comment tu arrives à la voir? Elle charrie des flocons de Hak, elle charrie des flocons de force vive qui sont entraînés, ça fait des mouvements contrarotatifs. Ça te fait en fait deux bulbes opposés, comme ça, qui sont contrarotatifs. Alors les bouddhistes et les hindouistes l'ont représenté avec un lotus. Alors pourquoi? Parce que à la fleur de l'eau, à la surface de l'eau, un lotus, avec son reflet, ça recrée quoi? Les deux bulbes contrarotatifs. Parce qu'on m'a demandé plusieurs fois, mais pourquoi les bouddhistes, par exemple, ont choisi le lotus comme symbole de leur religion? À cause de ça. Et tu vois qu'encore une fois, on tombe dans les véhicules célestes. C'est le noyau merkabique est ici, et tu vois que cette déjection de Hak, je te l'avais expliqué, c'est comme dans les quasars. C'est ça, l'accrétion, tout ça. Il y a un disque d'accrétion, là qui est représenté par la surface de l'eau. Il y a deux bulbes, comme ça, le noyau merkabique ici, il y a deux bulbes contrarotatifs. Alors là, je suis allé un peu vite. Ça, c'est un quasar. Le disque d'accrétion est beaucoup plus long. Voilà, ça, c'est un quasar. Tout l'univers fonctionne comme ça parce que tout l'univers est bipolarisé. Une force électromagnétique, quand elle se développe, elle est plus et moins, qu'elle soit électrique ou magnétique. De toute façon, c'est couplé, c'est pour ça qu'on dit électromagnétique. Le négatif va tourner l'inverse des aiguilles d'une montre, le positif va tourner dans le même sens que les aiguilles d'une montre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont contrarotatifs. Donc voilà, quand les supraconscients bouddhistes voyaient des lotus à la surface de l'eau, avec le reflet imprimé à la surface, ça leur a fait penser à quoi? Au véhicule céleste, au Vahana. Ils se sont dit, tiens, il n'y a rien de mieux qu'un lotus à fleur de l'eau pour représenter un véhicule céleste. Donc le noyau merkabique qu'on développe à chaque fois, quand je te dis les icosaèdres, les dodécaèdres, c'est ici. Tu vois, ça se passe ici. Les juifs kabbalistes ou les byzantins, quand ils le représentent avec un cube éthérique, la Merkaba, en fait, elle est ici. Et tu vois qu'il y a un énorme bulbe, en haut et en bas, il y a deux énormes bulbes d'énergie, contrarotatifs. Voilà pourquoi ils ont choisi le lotus à la surface de l'eau. On retombe encore une fois sur les véhicules célestes. Le Vajra, c'est exactement pareil. Le Vajra, c'est un petit bijou en bronze, enfin un petit bijou, il y en a certains, ils sont assez balèzes quand même. C'est un
un espèce de gris-gris que les moines tibétains font tourner dans leurs mains à longueur de journée. Alors ça évoque quoi quand ils le font tourner comme ça? Gauche, droite, gauche, droite, encore la contrarotation. Donc le Vajra avec ses griffes en bronze, comme ça, cet objet qui peut être, on va dire, il fait de 4 cm à une vingtaine de centimètres. Cet objet que les Tibétains, les Népalais, les Bhoutanais font tourner perpétuellement dans les doigts, les religieux. On appelle ça un Vajra, qui veut dire... alors Vajra d'orgé, ça veut dire le foudre diamant, parce que pour expliquer que quand le véhicule céleste est complètement déployé, il est lumineux, il est flamboyant, il est rapide. Là, c'est juste un objet inerte, un Vajra en bronze. Mais quand tu vois le nom foudre diamant, tu te dis pourquoi ils ont appelé cet objet foudre diamant. C'est parce que c'est pour symboliser le vrai véhicule céleste qu'on peut voir comme les taoïstes l'appellent Tianlong, le dragon. Faut voir quand ça se déploie un véhicule céleste, quand tu as la capacité de le voir avec ta glande pinéale, c'est spectaculaire quand même. J'imagine, hein. On se demande que ça de le voir. Tu vois que la forme entre les Tibétains et les bouddhistes, la forme, on peut pas, c'est incontestable, ça parle encore de bulbe contrarotatif. C'est pareil, le noyau merkabique, en fait, il est ici, dans le Vajra, c'est la boule en bronze qui se trouve au milieu. Alors, je fais à chaque fois un parallèle avec quelque chose qui nous concerne, nous, en Occident. Parce que quand ces doctrines sont arrivées via la route de la soie au XIVe siècle, quand des textes sont arrivés d'Inde, de Chine, les érudits de l'Europe médiévale, ils se sont jetés dessus, et ça a accouché de quoi? Du Saint Graal. Tu vois, le calice, avec le pied qu'on peut représenter comme un bulbe, le ciboire en dessus, on peut représenter aussi comme un bulbe. Quand on te parle au Moyen-Âge de Sangre Real Christus, du vrai sang du Christ, de cette coupe mythique qu'il faut retrouver, on te parle de ça. Ça te parle, c'est exactement pareil que le lotus bouddhiste, c'est exactement pareil que le Vajra tibétain, c'est exactement pareil que les quasars. C'est les plus gros objets stellaires, c'est les plus puissants objets stellaires, les quasars, avec les trous noirs. Voilà le Saint Graal. Je te le redis à chaque fois qu'on parle de noyau merkabique, qu'on parle de bulbe d'éjection, je te fais un parallèle avec le Saint Graal, avec la coupe du sang du Christ. Voilà, alors, je te fais juste là une petite aparté avec le Taijitu, avec le symbole yin-yang des taoïstes. Tu vois que les virgules, c'est exactement pareil, c'est pour t'indiquer la contrarotation de la bipolarité. Ils ont compris, les Asiatiques, depuis des milliers d'années, que ça tourne, que c'est contrarotatif et que c'est bipolarisé. Si tu as des questions, c'est à partir de maintenant. Ouais, bah en fait, quand ils ont bâti tout ça, ils sont tous partis de la supraconscience. Et de là, ils ont fait leur tambouille. L'autre, il a trouvé le lotus. Et parce qu'il a vu sa Merkaba, ils ont trouvé le Vajra, c'est le Taijitsu, mais c'est Taijitu. Mais parce qu'ils sont tous, ils ont fait tous des séquences supraconscientes. C'était des femmes, figure-toi. C'était des femmes. C'était des femmes, c'était des chamanesses. Les premiers êtres humains, enfin les premiers êtres à avoir maîtrisé, déclenché le phénomène et l'avoir maîtrisé, c'était des femmes. Au Paléolithique, c'était on va dire, elles ont commencé à maîtriser ça. Alors comment on le sait? Par rapport aux peintures rupestres, par rapport à plein de choses. Ils ont laissé aussi tout un tas de petits déchets archéologiques dans les strates. Ils ont compris que les femmes à l'époque étaient chamanesses, chefesses de tribu, c'est elles qui dirigeaient les clans. On appelle ça le Magdalénien, le Paléolithique supérieur. C'est l'époque de l'âge d'or de l'humanité. Il n'y a pas eu de guerre à cette époque-là. Ça a été le temps béni de la planète Terre, parce que les femmes qui maîtrisaient la supraconscience, à l'époque, les chefesses de tribu, les chamanesses, avaient l'art et la manière de maintenir la paix. C'est inscrit dans le gène féminin, ça. C'est pour ça qu'on en revient des fois, que je te parle souvent de la Shekinah, de cette énergie féminine. Dieu, la force vive a un côté féminin et maternel. C'est l'étincelle de vie, la vie qui est prodiguée dans tous les univers, dans tous les mondes habitables, elle vient de la Shekinah. Les hindouistes l'appellent la Shakti. Et toutes les doctrines religieuses ont compris que c'est le côté féminin de Dieu qui donne la vie sur les planètes habitables.
Alors c'est bizarre, c'est paradoxal, parce que quand tu dis qu'il y a le yin et le yang, alors le yin c'est féminin avec le kuei masculin, c'est ça qui leur donne la bienveillance, c'est ça, voilà. Mais là tu es en train de dire que c'est les femmes qui sont soi-disant ont le quan qui ont le truc masculin, je dirais, et c'est elles qui faisaient Oui, mais c'est justement pour ça. C'est justement pour ça. Les hommes, nous on est porteurs du kuei. Alors nous, les hommes, on est le yang, on a la virgule blanche. Mais si tu vois, il y a une tache noire. La tache noire, c'est le kuei. C'est un esprit féminin malveillant. C'est comme ça, c'est paradoxal, mais le mal qu'on subit depuis le patriarcat, il vient de... les hommes sont pilotés par une femme malveillante. Il y a un dragon malveillant féminin qui pilote la psyché des hommes. C'est bizarre, hein, c'est paradoxal tout ça, c'est quand même. Et chez les femmes, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Le côté féminin qui est le yin, la virgule noire, la tache blanche que tu vois dessus, c'est le quan. Et ça, c'est un dragon masculin, bienveillant, qui pilote la psyché des femmes. C'est pour ça que quand c'est les femmes qui étaient au pouvoir, le matriarcat, quand elles étaient au pouvoir sur la planète, il n'y avait pas de guerre, il y a tout qui tournait rond. Et depuis qu'on a donné le pouvoir aux hommes, la sédentarisation, là, il y a à peu près 5500 ans, quand les chasseurs-cueilleurs du néolithique se sont installés, ont commencé à développer l'agriculture, ils se sont sédentarisés, ils ont développé quoi? Le kuei. Ils ont développé cet esprit maléfique féminin qui habite la psyché des hommes. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Ouais, tu aperçois qu'il y a tout et son contraire dans ce monde. Mais on vit dans un monde où il y a tout et son contraire. C'est ça le taiji tout. Chaque fois qu'on va voir un truc, il y a une pensée, il y a un truc comme ça, on se dit qu'il y a exactement le contraire de l'autre côté, quoi. La pensée négative, la pensée positive, là. C'est vraiment, il faut faire avec tout ça, quoi. Et je te garantis que c'est la vérité. Hein. Parce que si tu regardes l'ère magdalénienne, le matriarcat, pas de guerre, on a retrouvé toutes les sépultures, toutes les tombes, parce que Sapiens, ça fait très longtemps qu'il enterre ses morts. On a retrouvé toute cette époque du matriarcat, pas un conflit entre les tribus, entre les clans, rien du tout. Les gens mouraient de vieillesse, d'accidents, de maladies, ils ne mouraient pas à la guerre. Dès le début de la sédentarisation du patriarcat, quand on a donné les commandes de la voiture aux hommes, c'est le kuei qui a pris et le kuei est malfaisant. Le kuei, la tache noire qui habite la virgule blanche, c'est... Qu'est-ce qui fait dire ça? Comment on le sait que c'est le kuei qui est malfaisant? Comment on le sait ça? Parce que c'est comme ça et que je te garantis que c'est la vérité. Oui, ça, je te crois, Les hommes, quand un homme s'achète une grosse voiture, qui développe de la jalousie parce que le voisin a une plus grosse voiture que lui, eh ben c'est l'esprit malfaisant féminin qui habite dans sa psyché qui déclenche ça. Et une femme, quand elle va tout calmer, les deux mecs se tapent sur la gueule à cause des voitures. Les deux femmes, quand elles descendent et qu'elles calment tout, c'est le quan, c'est leur dragon masculin qui habite leur psyché, qui comprend ce qu'il faut faire, qu'il faut tout calmer. On est habité par un démon, un espèce de dragon féminin qui habite la psyché des hommes. Et je te le garantis que c'est la vérité. La convoitise, la jalousie, la haine, la domination, la course à l'armement, c'est le kuei. C'est cet esprit, c'est cette tache noire qui habite le yang. C'est le kuei. C'est comme ça. Les hommes, c'était inéluctable. Dès qu'on s'est installé, qu'on a démarré la sédentarisation, le patriarcat, c'était inéluctable qu'on aille vers ça, vers le nucléaire, vers la pollution, vers la destruction de la planète. Le kuei ne pouvait pas faire autrement que du mal. C'est comme ça, c'est inscrit enfin, du mal au niveau universel, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Oui, non, c'est comme ça, point. C'est comme ça, voilà, ça c'est la quiddité taoïste. Ça se passe comme ça parce que ça se passe comme ça. Et les femmes, elles seront toujours comme ça. Les femmes ne vont jamais muter, devenir différentes. Quelques femmes font la tentative de se mettre au niveau des hommes, mais ce n'est pas une amélioration, c'est une régression. Les femmes qui tentent de devenir égales aux hommes, elles ne font pas... Moi je pense qu'elles régressent. Il y a le quan qui les habite, les femmes, c'est pas le kuei. Les femmes qui viennent travailler, concurrencer les hommes, bizarrement, elles prennent un peu le kuei. Elle faut rentrer un peu le démon hein, pour faire ça. Mais ça, c'est toute une question, c'est la psyché, c'est l'ego, quoi. C'est toute une question d'ego. Si on sait tout ça déjà, on peut contrecarrer un peu le phénomène ou pas? Bien sûr. Voilà.
Donc tu es une femme, tu as le Quan en toi et tu te dis, bah, j'ai le Quan, est-ce que je peux minimiser le Quan et faire monter du Kuei, je sais pas. Ou non, mais il faut pas qu'elle le minimise. Non, je vais vous dire le contraire. Ouais, ouais. C'est à nous de juguler le Kuei. Ouais. Le Quan n'est pas malfaisant. Ouais, le Quan, c'est un esprit bienveillant. D'ailleurs, ça se voit au quotidien. Va confier tous les enfants de la planète à des hommes, là, subitement. Demain, tu confies tous les bébés, les tâches ménagères, les bébés, va les confier. Demain, c'est les hommes qui s'en occupent. Tu vois le bordel qu'il va y avoir. C'est pas inscrit dans nos gènes, c'est comme ça. Les femmes sont comme ça, elles sont bienveillantes. C'est elles qui font tourner la planète, qui donnent à manger aux bébés, qui donnent les biberons, qui changent les couches. C'est comme ça. Tu peux le vérifier par toi-même au quotidien. Les hommes, quand ils sont occupés à se taper sur la gueule, à faire des concours de voitures, qui c'est qui va le plus vite, les femmes, elles ont d'autres préoccupations, c'est de nettoyer la maison, faire à manger, s'occuper des enfants. Tu vois bien que ce Quan, tu peux le vérifier au quotidien, à l'observation. Et le Kuei, c'est pareil. Tu vas pas me dire que depuis le patriarcat, la planète, elle a pas fait une bonne affaire. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. En fait, tu vas pas plaire aux féministes hein, quand tu parles que les femmes doivent faire la cuisine. Tu vas pas plaire aux féministes. Non, je te parle de faire tourner la popote en général. C'est tout ce qu'il y a de comment t'expliquer, cette infrastructure de civilisation, c'est le Quan qui le tient. Si tu vas droit au but, une fois que les hommes sont revenus du travail, qu'ils ont fini de faire leurs courses, la course à l'armement, la course des voitures, qu'ils ont fini leurs conneries, qu'est-ce que tu reviens à des trucs simplistes, c'est manger, rester avec tes enfants, aller te coucher. Qui c'est qui tient ça dans les mains? C'est les femmes. Non. Alors à partir de là, c'est les questions. Ben, les questions, tu es bonnard toi. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question là-dessus? Est-ce que pour les... tu as parlé du Saint Graal. Les chrétiens mystiques là. Ouais. C'est les mêmes périodes Les chrétiens mystiques, c'est ça. Ouais, c'est le Saint Graal. Voilà, les chrétiens mystiques, c'est le Saint Graal, Sangre Real Christus. C'est-à-dire, c'est pareil que le Vajra, c'est pareil que le Lotus, c'est pareil que... C'est les mêmes périodes ou c'est... Ouais, je te l'ai dit, c'est 14e siècle. Ouais. Alors le Quan, du Yin, cette tache claire dans la virgule, toutes les religions l'ont ressenti, tous les supraconscients, tous les yogis, tous les initiés ont ressenti cette force de Quan. Ils l'ont appelé la Shekinah, ils l'ont appelé la Shakti. Alors d'ailleurs, parce que c'est ambivalent, tu te dis tiens, c'est un dragon masculin qui pilote la psyché des femmes. Et bien, par exemple, les hindouistes, ils l'ont représenté avec Shakti et Shiva. Tu vois, on te voit, ou Harihara, on te voit vraiment le dieu coupé en deux, avec son côté féminin qui est la Shakti, mais il est inclus avec l'homme. On est dans un monde bipolarisé, mais un monde bipolarisé, mais qui subit une interfusion. C'est un mélange. Il y a trois principes dans notre univers de cause à effet, c'est la coextensivité, l'interfusion et l'interdépendance. Les polarités sont interdépendantes, elles subissent une interfusion et elles sont coextensives, elles ont besoin l'une de l'autre pour se déployer. C'est comme ça, c'est le hack, c'est la force vive qui a créé notre univers de cause à effet. Tu peux pas aller contre les lois fondamentales de l'univers. C'est pour ça que des fois, quand certaines personnes me disent oui, mais un jour tu verras, tu dis que les voyages interstellaires sont impossibles. Mais je le dis parce que c'est impossible. C'est pas moi qui le dis, même c'est des astrophysiciens, tu vas t'intéresser. Moi je recommande à tout le monde de regarder le petit film, la petite vidéo qu'il a fait Alexandre Astier, l'exoconférence, où il explique exactement ce que j'ai dit récemment dans une vidéo. On ne peut pas transporter de leptons et de protons à la vitesse de la lumière, tu te photonises. Donc ces fantasmes de science-fiction, en pensant qu'on va se déplacer de galaxie en galaxie avec des appareils qui atteignent des vaisseaux qui atteignent la vitesse de la lumière, c'est faux, c'est impossible. Donc tu regardes cette vidéo qui s'appelle l'exoconférence, ça t'explique, c'est cartographié, ça t'explique que c'est impossible. Après les gens ils ont envie de rêver, il faut les laisser rêver. Par contre là où je suis pas content, c'est quand je vois des gens
qui te vendent à des êtres humains qui vendent à d'autres êtres humains du flan au caramel. Cette fédération intergalactique, ces gens qui croient dur comme fer qu'il y a des vaisseaux cachés derrière la Lune. Ah, ça, il y a bien un but précis pour ça. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais il y a ça. Pour les sous. Voilà. Pour les mais sous. il doit y avoir un but sous-jacent, j'imagine. Non, le but sous-jacent, c'est l'argent, c'est le pognon. Les gens ils deviennent fous avec les sous. C'est les sous. Le mec qui a créé ça, il y a toujours un code source avec ça, il y a toujours un guignol ou un petit groupe qui s'amuse à propager des histoires comme ça. Il voit qu'il y a 2, 3, 10, 15, 20, 100 personnes qui commencent à adhérer à ces idées, puis arrive toujours un moment, il dit voilà, on va monter un petit club, vous allez nous payer des cotisations, tous les mois on va faire une réunion, ça va coûter 15 €, la carte à l'abonnement, l'adhésion c'est 120 €, c'est des sous. Tout ça c'est monnayé petit à petit, il t'entraîne, c'est une démarche commerciale. Déjà tu vas pas me dire la fédération intergalactique, ça me fait de la peine qu'il y a des gens qui croient à ça. Quand je vais sur Google, que je vois, en plus ils se parlent entre eux, tu sais, ils se laissent des messages. C'est Men in Black, ils ont vu trop de films. Mais bien sûr, moi j'ai vu des Arcturiens hier et toi, moi j'ai vu des Pléiadiens, ils étaient comment les tiens, moi ils faisaient 5 mètres de haut, ils étaient bleus. Ils ont vu Avatar, ils ont vu des films, ça leur a tapé au système. C'est ça les cristallisations cérébrales. L'humain est perméable, le système limbique humain, il est perméable à la fakirisation, à l'hypnose. Il n'y a rien de plus faillible que le système limbique humain. Ces failles du cerveau, du système cérébrospinal, elles ont été exploitées outrancièrement par des gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des sous. Ils veulent des sous, ou alors l'élite, ce qu'ils veulent, ils veulent la paix, ils ne veulent pas que tu les embêtes. Donc la religion, la télévision, Internet, le flicage des gens, parce que maintenant avec un téléphone on sait où tu es, on sait combien tu dépenses, tout est contrôlé, surveillé maintenant. L'État, il veut que tu lui foutes la paix, que tu ailles travailler, que tu fasses tourner la grosse machinerie, que tu fermes ta gueule, que tu te révoltes pas. Et puis les autres, entre nous, la base de la pyramide, tout le monde cherche à escroquer tout le monde. Je vais gagner des sous sur toi, non, mais toi tu vas gagner des sous avec l'autre. On essaye tous de faire un peu du pognon. Après, il y a ceux qui le font. Il y a ceux qui le font correctement. Ouais. Travail. 22. Ouais. Tu as marché dessus. J'ai pas bougé. Hein. Ah, c'est pas grave. Et de toute manière, ça c'est donc le Quay. Ouais, c'est le Quay. C'est donc le Quay. Ouais. Qui régit tout le. Le mal, c'est ce dragon, c'est cette énergie, parce que quand je dis Tianlong, c'est le terme taoïste. Ce dragon malfaisant, masculin, féminin qui habite la psyché des hommes, le Quay, c'est ça qui est la cause de tous les malheurs sur la planète. Ouais. Et alors les femmes qui participent à tout ça, qui ont le Quan en elles, comment ça se fait qu'elles participent de ce principe-là? Je veux dire, elles contribuent à tout ça. Pourtant, elles ont le Quan en elles. Et elles contribuent à quoi? Je te parle des femmes politiques ou enfin, entre autres. Parce que tu trouves qu'il y en a beaucoup des femmes politiques? Non, mais il y en a quelques-unes quand même. Ouais, il y a aussi des hommes qui font des travaux et c'est pas ça qui change. Ouais, mais c'est vrai. Ouais, si on part de ce principe, ouais. Non, mais comment ça marche pour elles du coup? C'est des femmes qui se masculinisent, elles ont envie de. Et puis il y a des hommes aussi qui vont de l'autre côté. Mais c'est pas ça qui change quoi que ce soit aux polarités. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez pour changer, pour faire renverser la vapeur. Hein. Ouais. Intrinsèquement, c'est le. Ouais. Mais non, c'est comme ça. Tu comprends bien que tu le vois bien comment elle fonctionne la planète. La planète, à 95%, les femmes c'est des femmes et à 95% les hommes c'est des hommes. Bien sûr, après il y a toujours, tu vois, on va dire, il y a les franges un peu qui s'arrangent comme ils veulent. Mais je te garantis que c'est pas les femmes politiques. Là, c'est pas elles qui font changer quoi que ce soit. On est dans le patriarcat. Les femmes déjà, elles sont sous-payées. À poste égal, fonction égale, elles sont sous-payées. Un homme là où il va prendre 5 000 €, la femme elle va prendre 2 500 €, elle va être payée moitié moins. Faut pas croire que... C'est bizarre ça quand même. C'est un truc que j'ai jamais compris. C'est le patriarcat, les hommes, c'est une société machiste et belliqueuse. On ne s'aperçoit pas que les êtres humains, on est une civilisation belliqueuse. Tout est basé sur la guerre. Depuis le patriarcat, c'est le credo, moi j'arrête pas de le dire, du couteau en silex jusqu'à la bombe nucléaire. Voilà ce que le patriarcat, il y a 5500 ans, qu'est-ce qu'il a créé? Des armes, améliorer les armes, la technologie, pour faire quoi? Pour tuer.
C'est autant pour se défendre que pour attaquer. Sapiens sapiens est une race belliqueuse. On est un super prédateur. Et les animaux dans tout ça, ils ont tout ça à ce côté-là, je veux dire, Kwaekwan, tout ça, les animaux? Les animaux, ils n'ont pas le quatrième creuset. Ils n'ont que 3 creusets. Vrai, ben oui. Ils ont le creuset instinctif, émotionnel et analytique. C'est-à-dire, les animaux, nous, on est les seuls êtres de la planète à avoir 4 creusets. On a le creuset spirituel en dessus du crâne. Les animaux l'ont pas. Se poser des questions pour un chien, un chat, se poser des questions sur l'infini, l'éternité, Dieu, qui m'a créé, d'où je viens, où je vais, c'est au-dessus de leur champ de conscience. Et quand ils font du mal, ils ne le font pas exprès. Non, c'est instinctif, ça c'est le creuset instinctif. Bien sûr. Ouais. Bon, écoute... un jour, on aura un 5e creuset aussi. Ouais, dans des milliards d'années, ouais. Ouais. Plusieurs centaines de millions d'années, plusieurs milliers de millions d'années, plusieurs milliards d'années. Je ne sais pas combien de temps ça prendra pour qu'on devienne des consciences mercabiques. Il y a des êtres à 5 creusets dans l'univers. Ils ont plusieurs milliards d'années. C'est ça, c'est les Métatrons. Ouais, un Métatron, c'est un cube, c'est une conscience mercabique, c'est une conscience pure. C'est un véhicule céleste, contrarotatif. Ça a tout d'un véhicule céleste, mais surdimensionné. Hein. Mais il n'y a pas d'entité dans son barycentre, ni organique, ni végétale, ni semi-éthérique. Il y a juste une conscience mercabique pure. C'est une conscience pure encodée dans le véhicule céleste. C'est juste de l'énergie subtile consciente. C'est ce que les gens prennent pour les anges ou les archanges. Ouais, c'est confondu quand des gens font par exemple des satori furtifs, involontairement. Quand certains ont une illumination soudaine, comme ça, ils sont à la plage, ils ont une petite illumination pendant 2-3 secondes, il suffit qu'ils passent à ce moment-là 1 ou 2 véhicules célestes, ils vont le confondre avec quoi? Avec un archange. Le côté flamboyant, irisé de cette machinerie éthérique, la contre-rotation, on dirait qu'il y a des ailes. Tu vois, dans la Bible, Ézéchiel, quand Ézéchiel, le patriarche, te décrit la Merkaba, il ne sait pas expliquer électromagnétique, il n'y avait pas le vocabulaire à l'époque. Alors il te dit des roues dans des roues. Quand tu vois Ézéchiel dans l'Ancien Testament qui te décrit des roues dans des roues, c'est-à-dire c'est la contre-rotation. Quand il te dit brillant de mille feux comme des gemmes, comme une topaze ou une aigue marine, c'est pour te faire comprendre les couleurs irisées, pour te faire comprendre que ça brille de mille feux, que c'est flamboyant. Un véhicule céleste, quand tu es capable de le visualiser avec ta glande pinéale, tu n'as jamais vu quelque chose comme ça, de cette complexité dans aucun film de science-fiction, je te le garantis. Tu peux regarder tous les films de science-fiction de la planète, ça n'aura jamais la complexité, la beauté d'un véhicule céleste quand tu as la chance de pouvoir le visualiser avec ta glande pinéale. Ils sont loin de s'imaginer la vérité, les gens. Ce progrès, les humains, sapiens pensent que le progrès dans l'univers est technologique, pensent que tout sera bâti en tôle et boulons, électronique. C'est pas ça le progrès il est spirituel. Aucune civilisation de la planète n'arrivera à créer des vaisseaux qui se déplaceront à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s. Les consciences mercabiques, elles se déplacent à quelle vitesse? Instantanément, elles sont tachyoniques. Donc personne ne peut concurrencer Dieu. C'est peut-être ça, pour ça qu'ils disent on peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, en parlant de ce mode tachyonique peut-être. On n'a pas vraiment se propulsant en tant que lepton et proton, quoi. Et certains disent on a dépassé le seuil de la lumière parce que peut-être ils pensent à cet état de tachyonique, quoi. Ouais, mais nous n'avons pas les moyens technologiques de développer le tachyonique. Il n'y a que Dieu qui peut maîtriser le tachyonique. Le hack, la force vive consciente, maîtrise le tachyonique. Mais nous, tu pourras mettre toutes les ressources de toutes les civilisations de l'univers qui planchent sur le système et qui mettent toutes leurs ressources, toute leur énergie là-dedans, ils n'arriveront jamais à maîtriser le tachyonique. C'est pour ça qu'ils n'en parlent pas, quoi. Les astrophysiciens, les physiciens, tout ça, ils éludent. Le tachyon, il sort dans des équations. Par exemple, le modèle Janus. Quand on te parle de modèle Janus, Andreï Sakharov, le premier qui a commencé à parler de tachyon, c'est Andreï Sakharov. C'est le physicien qui a créé la bombe à hydrogène. C'était un russe, c'était un mec très intelligent.
Bon, ses travaux ont été détournés pour faire du mal, quoi, pour faire des bombes. Mais à la base, lui, c'était un physicien, il trouvait des équations. Et le premier qui a évoqué le tachyon, ça a été lui. Après, ça a été repris par plein d'astrophysiciens, parce que quand tu vois, quand on te dit E égale MC2, quand on te propose des modèles standards de l'univers, il manque toujours des bricoles. Il faut toujours qu'ils injectent quelque chose pour que ça tienne debout. Le boson de Higgs, le graviton, il faut toujours qu'ils injectent un petit quelque chose, sinon ça ne tient pas debout les équations. La seule manière de faire tenir debout tout ça, c'est le tachyon. Dès que tu injectes le tachyon dans les équations, il y a tout qui tient debout. Putain, mais ils ne peuvent pas le reconnaître une fois pour toutes, ça? Mais non, parce que c'est surnaturel. Le tachyon a des propriétés, pour un sapiens sapiens, surnaturelles. Le fait de s'écouler dans les deux, que le temps pour un tachyon s'écoule dans les deux sens, qu'il puisse remonter le passé, ça crée un présent continu. Il va dans le futur, c'est un aller-retour perpétuel entre le futur et le passé. Ça crée pour lui un présent continu. C'est ça, être tachyonique. L'émanation de la substance divine, elle est partout dans l'univers, nulle part, à toutes les époques du passé, du présent et du futur. Voilà ce qui est la substance de Dieu. Elle est partout, mais à toutes les époques. C'est dur à cerner ça pour un sapiens sapiens. Tu rentres dans quelque chose de magique. Comme pour un sapiens sapiens, le temps ne s'écoule que dans un sens. Dès que tu commences à lui expliquer que l'émanation de la substance divine, que la force vive consciente, elle a la possibilité de se déplacer dans les deux sens, non, c'est pas possible pour eux. Il te dit, mais c'est de la magie. Et comme ça dépasse l'entendement humain, donc ça n'existe pas pour eux. Alors que faux. Le tachyon, c'est Andreï Sakharov, quand il a commencé à évoquer le tachyon, surtout que c'est comme ça que ça se passe. Quand Andreï Sakharov parle de l'univers Janus, quand il appelle Janus, c'est quoi? C'est l'antéversus. Il dit il y a un monde opposé au nôtre. Nous, on est dans un monde de cause à effet avec le facteur temps. Il y a une énergie qui arrive avec le temps qui s'écoule dans les deux sens, qui arrive de où? De l'univers Janus, il te dit. C'est l'antéversus. C'est le monde infrascopique, on appelle ça. Les supraconsciences savent aller dans ce monde infrascopique. Donc bien sûr qu'il existe Janus. Ça donne raison, tous les gens, les yogis de très haut niveau, les taïchigen, les supraconscients, les mystiques, tous les gens qui maîtrisent les états de conscience modifiés, vont te dire, mais bien sûr qu'il existe le monde infrascopique. Ouais, mais ceux-là, c'est pas des scientifiques. C'est ça le problème, c'est qu'on ne les croit pas, quoi. On est... Non, mais aussi, il y a E égale MC2, on a beaucoup de mal à s'en sortir. Il y a Einstein, en 1905, il a dit, parmi d'autres travaux, hein, E égale MC2, c'était quelques lignes dans des dossiers épais comme ça. Et puis, ça a été comment dire, validé, mais c'est incomplet. E égale MC2 ne décrit pas tout le modèle standard, c'est partiel. À partir de là, c'est du bricolage. Je te dis, les physiciens, pour que ça tienne debout, pour que ce modèle standard universel tienne debout, sont obligés d'injecter des petites sauces à droite à gauche, les gravitons, bosons de Higgs, sinon ça ne tient pas. Ouais, mais ils injectent quoi? Ils les inventent pas, ils existent vraiment ces trucs, les gravitons, les bosons de Higgs. Ce sont des facettes de la force vive consciente. Ils trouvent des aspects de la force vive consciente. Et ils ont beaucoup de mal à se dire, c'est vrai que quand tu injectes le tachyon dans les équations, ça fonctionne, il y a tout qui tient debout. Mais eux, ils ont du mal à se dire, tiens, il y a une particule ou une énergie qui arrive à se déplacer dans les deux sens, vers le passé, vers le futur. Ça les perturbe vachement. L'univers tachyonique, pour eux, c'est au-dessus de leur entendement. Les physiciens ne sont pas supraconscients. C'est des gars, des neurotypiques qui ont un bac plus 15, qui planchent sur des travaux, des équations. Il faut que tout concorde. Mais quand tu parles d'émanation de la substance divine, tu rentres dans la nature de Dieu. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est comme ça. Le tachyon existe, mais il est hypothétique. Andreï Sakharov, quand il a dit « Oui, moi je te dis que le tachyon existe », les autres, ils y vont, ils sont beaucoup plus frileux avec ça. Ils ont peur de se ridiculiser. Et puis, ils ne le maîtrisent pas non plus. Ils ne sauraient pas le coucher par équation. Pour que ce soit validé par le corps scientifique, il faut que tu arrives à démontrer au tableau, devant un collège d'experts, il faut que tu arrives à le démontrer. Le tachyon est indémontrable. Tu ne peux pas le démontrer. Il te glisse entre les doigts. On ne peut pas définir la nature de Dieu est indéfinissable.
Nous, on pourra rentrer dans ça quand on aura un 5e creuset, dans plusieurs millions d'années. Il faut qu'on arrive à comprendre qu'on est ridicule. Ah, ça, Sapiens, c'est un primate. Il n'y a aucun doute là-dessus, on est des ridicules, ça c'est sûr. Bien sûr. Ouais, putain, c'est... Pourtant, toutes les découvertes ont été faites par rapport à ce qui était pas magique, mais quelque part les gens pensaient comme ça d'abord, et puis après ils ont planché là-dessus, ils ont trouvé des équations, tout ça. Mais au départ, ils ont rêvé, les gens. Je veux dire, Ah ben attention, la réalité dépasse toujours la fiction. Des choses qui étaient considérées comme magiques au Moyen-Âge, maintenant ça fait partie de notre quotidien. Si des gars reviennent du Moyen-Âge, qui nous voient avec des téléphones, qu'on peut se parler à distance, ou la télévision, pour eux ce serait de la magie. Donc bien sûr que dans plusieurs millions d'années, la technologie va donner raison à Sakharov. Ils vont comprendre comment fonctionnent les tachyons. Par contre, on ne pourra jamais le générer. C'est pas parce que tu trouves une fonction que tu es capable de la reproduire. Ça, c'est une fonction divine. On n'est pas apte à recréer cette fonction. Le tachyonique, on ne saura jamais le maîtriser. Ah, on pourra le comprendre au moins. Par contre, la psyché des humains, elle a la possibilité de se véhiculer sur le mode tachyonique. Il y a deux choses qui vont très très vite dans l'univers, c'est les photons et l'induction, les pensées. Tu peux propulser sur le canal pranique ta psyché, tu peux la faire accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s dans le canal pranique. Au plus tu accélères, au plus tu vas voir que ce canal pranique va se tordre. Ça c'est Albert Einstein qui l'avait trouvé, c'est la distorsion de l'espace-temps. Plus tu vas vite, au plus l'univers se courbe. Ben ça, tu le vis dans le canal pranique. Quand tu commences ton accélération luminique, qui va te conduire jusqu'à 300 000 km/s, ben tu vas voir, ce canal pranique, au début il est droit, puis petit à petit il se courbe, et puis à un moment donné, c'est des serpentins. Tu passes de vortex en vortex, tu rentres dans ce qu'on appelle le monde multidimensionnel. D'ailleurs, c'est une des étapes qui fait peur, ça, quand tu es en état de supraconscience. Il y a des écueils comme ça, il y a des passages qui sont un peu durs à gérer où tu te réincorpores assez vite. Parce que tu as peur, c'est humain, il faut le dire. Et puis petit à petit, tu grignotes un peu, puis tu vas de plus en plus loin dans l'expérience, en te disant toujours que tu crois que tu vas mourir. C'est bizarre, hein, ce voyage, cette séquence supraconsciente, au plus elle t'emmène loin. Avant de rentrer dans le monde infrascopique, déjà il faudra que tu franchisses Mahamaya, il faudra que tu franchisses Da'at, il faudra que tu franchisses cette mort symbolique à 4 Hz. Quand tu arrives à 4 Hz, que tu sens qu'il se passe des choses, quand tu es en état de conscience modifié, là tu es en catalepsie. Voilà, entre 6 Hz, cette phase luminique entre 6, 7 Hz et 4 Hz, tu es en catalepsie. C'est-à-dire que tu es rigide comme une planche de bois. Bizarrement, quand tu franchis cette mort symbolique, quand tu as le frisson de la mort qui parcourt ton canal médulaire, tu as cette espèce... Ça te fait comme... Est-ce que tu as déjà entendu une ampoule qui implose? Voilà, on dirait, quand tu arrives à Da'at, c'est un anéantissement total. Tu as l'impression de te réduire à la taille d'un atome, de faire une implosion comme ça. Pendant 2-3 secondes, c'est le néant. Et tu te résumes, on dirait que... bien ça, c'est bizarre. Hein, ouais, tu imploses. Je ne l'ai pas vécu, mais je le vois bien ce que tu dis. Et là, tu crois que tu meurs. Je te le garantis. Ouais. Putain, c'est le passage le plus impressionnant dans une séquence supraconscience, c'est Da'at, c'est les 4 Hz. C'est vraiment de se dire, la première fois que tu traverses le rideau de Da'at, ben tu crois que tu es mort. Tu te dis, putain, je suis allé trop loin dans l'expérience, là je reviens plus, je me réincorpore plus, c'est fini. Tu penses vraiment que tu es mort. Et à 4 Hz, quand tu passes ce passage, cet anéantissement, cette implosion qui te prend, une ou deux secondes après, tu as l'inondation de lumière, le Kensho japonais. Tu as cette inondation de lumière, si c'était de la lumière photonique, on se brûlerait la rétine. Si tu vois ce flash de lumière qui arrive, tu rentres où dans le monde infrascopique? Et là, tu arrives où dans l'univers tachyonique? Tu arrives dans l'émanation de la substance divine qui a la propriété tachyonique. Et quand tu es dedans, eh ben, tu peux aller dans le passé, dans le présent, dans le futur. La moindre pensée que tu vas générer, elle va te propulser instantanément. Tu n'as même pas besoin d'accélérer par le canal pranique. On parle plus de 300 000 km/s. Quand tu es dans le monde infrascopique,
le temps d'une pensée, tu peux te retrouver dans une autre galaxie. Tu passes en mode tachyonique. Pourquoi? Parce que ton Atman, ton soi divin, il est de la même nature que le Brahman. L'Atman et le Brahman sont de même nature. Si tu prends un dé à coudre d'eau de mer en Méditerranée, tu vas le plonger en Atlantique, tu vas jusqu'à Biarritz, tu jettes tu sais où elle est ta goutte d'eau? Au moment où tu la jettes, elle est de partout. H2O se recombine avec H2O. Notre Atman est de même nature que l'antéversus, que le Brahman. Donc forcément, quand tu es plongé dedans, tu récupères quoi? Les propriétés de l'émanation de la substance divine. Tu te retrouves partout et nulle part à la fois, à toutes les époques, du passé, du présent, du futur. En monde infrascopique, momentanément, tu deviens de l'émanation de la substance divine, tu deviens l'émanation de Dieu. Tout ça, tu ne pourrais rien ramener. Ton cerveau biologique, la matière grise, elle n'est pas apte à récupérer autant de savoir. C'est d'ailleurs quand c'est au bout de 15 ans que tu arrives à mettre des mots dessus ou des mots dessus? Bah, tu l'expliques quand même. Je veux dire. Ben non, nous on a les humains, on est porteurs que de 4 creusets, donc disons que moi. D'ailleurs, pas que moi, tous les yogis, tous les supraconscients de la planète, ils vont te dire, de ce monde infrascopique, tu arrives à en saisir que 2 ou 3%. On n'a pas le 5e creuset. Tu ressens de l'amour inconditionnel, cette lumière, des sensations aussi, une sensation de plénitude, c'est amour, puissance 1000, c'est sérénité, puissance 1000, bien-être, tu ressens un bien-être que tu n'as jamais ressenti dans notre réalité. Les sensations sont surmultipliées dans l'antéversus. Surtout, il y a cette sensation de vraie réalité. C'est bizarre, mais tu as l'impression d'arriver là où c'est vraiment réel. Et quand tu reviens, tu te dis, putain, ça ici, c'est tout factice. On vit dans un monde d'illusions. C'est là-bas la réalité. Ces sensations que tu vis dans le monde infrascopique, dans l'antéversus, c'est ça la vraie réalité. Cette sérénité absolue, cet amour inconditionnel, ces facultés que tu as de te déplacer partout dans l'univers, dans le passé, d'aller trifouiller dans le passé, d'aller faire des incursions dans le futur. Pourquoi? Parce que tu deviens momentanément, tu fais partie de l'émanation de la substance divine. Tu retournes à la source, tu retournes chez papa. En fait, c'est ça, ta substance à toi, c'est ça, quoi. Je veux dire, le fait d'être un corps, c'est rien, quoi. Tu retournes à la maison, comme tu dis. Ouais, on arrive de là. L'antéversus, cette masse éternelle et infinie qui nourrit tous les univers. Parce que l'univers Janus, il n'est pas bilatéral, il n'y a pas juste notre univers avec de l'autre côté l'antéversus. J'imagine. Voilà, c'est l'antéversus crée des milliards d'univers. Et tu y penses sans rien demander. Après, ne me demande pas le but, j'ai pas de 5e creuset, je sais pas. On me demande régulièrement pourquoi Dieu ou l'émanation de la substance divine, pourquoi elle crée des bulles d'espace-temps qui abritent des consciences? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de 5e creuset. Je peux pas ramener ce genre d'informations, moi, de là-bas. Il faut être un être semi-éthérique et encore bien avancé dans la mutation, hein. Pas en début de mutation, un être semi-éthérique en début de mutation, il est incapable de ramener quoi que ce soit de l'antéversus. Mais en fin de mutation, ou quand il devient une conscience merkabique, là oui, tu as accès au plan de Dieu. Mais nous, ça sera dans plusieurs dizaines de milliers d'années, voire plusieurs centaines de milliers d'années. On n'y est pas encore là-dedans. Pour l'instant, il faut se contenter du 4e creuset. Et déjà, le 4e creuset, il est dur à activer. Ouais, j'imagine. Il faut avoir l'art et la manière de garder sa concentration, de ne pas tomber dans l'endormissement, d'éviter la secousse myolastique, de descendre cette descente dans les tréfonds de ta conscience jusqu'à 3 Hz d'activité neuroélectrique, franchir le rideau infrascopique. C'est un travail. Il faut travailler ta respiration, ta vacuité cérébrale. Imagine qu'il y a encore un creuset en dessus. Il y a l'embryon d'un creuset, du 5e creuset, on l'a pas. Pour l'instant, c'est déjà dur d'activer notre 4e creuset. Comment tu veux que moi je te parle du 5e creuset? C'est au-dessus de mon champ de conscience. C'est au-dessus du champ de conscience de tous les humains de la planète. On ne sait pas comprendre Dieu dans son entièreté.
Quelqu'un qui va dans l'antéversus, ça fait pas de toi le cousin de Dieu. Tu sais pas, tu reviens, tu sais pas. Déjà, quand tu reviens, tu es dans un état catatonique. On est des humains, on n'est pas apte à encaisser un phénomène comme ça. La première fois, quand tu reviens d'un voyage infrascopique, tu es en catatonie. Tu es prostré, ça dure une dizaine d'heures, tu comprends plus rien à ta vie, tu sais pas ce qui s'est passé. Le céleste, je vais te faire voir. Qu'on en parle bien parce qu'on a souvent des questions là. C'est pas encore dans. Ouais, c'est pas dans les étapes, mais mais tu sais, on pose des questions, ils ont envie de savoir. Hein. C'est pas encore, il faut y aller doucement. Si je peux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais je vais te montrer. Parce que céleste et hypnagogie, c'est pas loin quoi. Non, on va faire comme ça. Voilà. Là, tu as l'hypnagogie. Là, tu as le luminique. Ça va bien, je pense. Et là, tu as l'infrascopique. Alors, c'est une question d'activité neuroélectrique. Oui. Donc, tu pars de là, tu es à 11 Hz d'activité neuroélectrique, c'est ta phase hypnagogique. Ensuite, quand tu vas arriver à 6 Hz d'activité neuroélectrique jusqu'à 4 Hz, on va dire 7 Hz, 6 Hz, 7 Hz, jusqu'à 4 Hz. Donc là, c'est Da'at. Hein. Ici, je te le remarque. Là, c'est Da'at. C'est cette fameuse mort symbolique que tu ressens dans ton système cérébrospinal. Voilà. Chez les juifs kabbalistes, on l'appelle Da'at, qui veut dire à la fois connaissance et mort. Ça veut dire les deux choses. Alors, c'est dérivé de Douat, de l'égyptien ancien Douat, qui veut dire juste inframonde. La Douat, c'est la demeure d'Amon-Ra, du dieu des dieux. Donc, le mode infrascopique, là, si tu veux pénétrer, le rideau infrascopique, c'est 3 Hz d'activité neuroélectrique. 3 Hz. Tu vas comprendre ce que c'est les phases intermédiaires. Là, hypnagogie, ça démarre, c'est 11 Hz. Alors, je te l'aurais dit encore une fois, il y a le meilleur des curseurs pour savoir où c'est que tu te situes, c'est l'arbre séphirotique des juifs kabbalistes, ou alors chez les taoïstes, tu vas te servir des hexagrammes. Il y a certaines doctrines religieuses qui ont cartographié le phénomène. Alors, quand tu parles de Malkout, donc tu es à 11 Hz dans ce cheminement séphirotique. Séphira, ça veut dire les sphères, hein, c'est les sphères de conscience. Quand tu parles de Malkout, tu es à 11 Hz, et quand tu arrives à Keter, là tu es à 1 Hz, ici. Là, ici, tu es à 1 Hz. C'est Keter, c'est la dernière sphère. Là, vraiment, tu es Keter. Quand des gens te disent, oui, mais c'est pas vrai, tu n'es pas allé dans l'Ain Sof. Quand tu arrives à Keter, ton Atman se dilue avec le Brahman. Ton soi divin se dilue parce qu'il est de même nature. Alors, les gens, quand ils te disent, oui, mais tu arrives à Keter, tu n'es pas allé plus loin. Si, quand tu arrives à Keter, ta conscience se déploie dans l'Ain Sof. Parce que le Atman et Brahman sont de même nature. Ton soi divin et la conscience universelle, le Dharma, ils sont de même nature. Tu as la possibilité, c'est l'histoire de la goutte d'eau. Une goutte d'eau, tu la jettes dans l'océan, H2O se recombine avec H2O. Tu es partout et nulle part à la fois. Donc, arriver à 1 Hz d'activité neuroélectrique, tout en gardant ta lucidité, ta concentration, c'est ça une stase mystique. Elle est ici. Alors, maintenant, il y a le luminique. Alors là, c'est ce qu'on appelle les phases intermédiaires. Tu vas comprendre pourquoi. Alors, le luminique, là, tu es dans ton hypnagogie, dans ton rêve contrôlé. Tu vas commencer à avoir des bribes. Ton hypnagogie, tu es en train de descendre ton activité neuroélectrique. C'est physiologique, ça. C'est psychophysiologique. Ça se passe pour tous les méditants pareil. Tu commences à rentrer dans le luminique. Tu vas commencer à accélérer. Tu prends ce canal pranique qui commence tu le visualises, ce canal, ce boyau de lumière liquide, tu commences à le voir et tu l'empruntes. Mais tu n'es pas de suite à la vitesse de la lumière. Tu démarres assez lentement. Il y a une phase, ici, en fin d'hypnagogie, en début de luminique, qui s'appelle le céleste. Tu n'es plus dans l'hypnagogie, c'est plus des rêves contrôlés. Il y a des réminiscences qui arrivent parce qu'il y a l'interconnexion merkabique. Tu vas récupérer
Mais tu n'es pas encore en phase d'accélération, tu vois. C'est cette phase céleste, cette phase intermédiaire, c'est là où les gens se retrouvent souvent au-dessus de leur quartier ou en train de se balader. Tiens, en dessus de tel toit, il y a un petit machin comme ça. Tu prends une échelle, tu vas vérifier, eh ben ça y est, ça existe. En fait, ça, c'est pas toi qui l'as visualisé. C'est les réminiscences, c'est l'interconnexion mercabique. Il y a d'autres gens dans l'univers qui sont plus développés que toi, qui l'ont fait avant toi. Ils t'envoient des informations. Tous les véhicules célestes, les champs auriques, sont tous interconnectés. C'est comme ça. Cette phase céleste où tu n'es plus dans l'hypnagogie, mais pas encore dans le luminique, cette phase intermédiaire, tu peux t'en servir. Certains le font. Alors, c'est même récupéré en ce moment par les services spéciaux. La CIA, les services spéciaux russes se servent avec des supraconscients de cette phase intermédiaire, dite céleste, parce que tu peux te connecter à ce moment-là avec d'autres véhicules célestes. C'est ce qu'il fait Stéphane Fraisse, là. Il s'appelle Fraisse. Nicolas Fraisse. C'est ça qu'il fait en fait. Ben, Nicolas Fraisse, moi de ce que j'ai vu, il fait de là à là. Voilà. Il ne connaît pas l'infrascopique. Il n'est jamais descendu en dessous de 3 Hz d'activité neuroélectrique. Il se situe entre 11 et 4 Hz. Voilà. D'ailleurs, la plupart des gens qui font du voyage astral se situent ici, dans la phase hypnagogique, céleste et luminique. Alors, je vais te montrer aussi la deuxième phase intermédiaire. Et tu vas comprendre pourquoi c'est une phase intermédiaire aussi. En début d'accélération, on va dire que tu es à 1% de la vitesse de la lumière dans le canal pranique. Donc le canal pranique, tu le visualises droit. Ce boyau de lumière liquide, il est droit. Et puis tu vas commencer à accélérer, accélérer, accélérer. Quand tu vas arriver à environ, je sais pas, 10, 15 ou 20% de la vitesse de la lumière, ce canal pranique, tu vas le voir, il va se tordre. Il va commencer à se tordre. Ça, c'est la distorsion de l'espace-temps. C'est comme ça, dans notre univers, au plus tu vas vite, au plus ça se courbe. Mais quand tu vas arriver à 280 000 km/s, ta psyché, elle va être propulsée à 280 000, 290 000. Et bien là, il se passe le multidimensionnel. Ce canal pranique, il n'est plus courbe, il devient un serpentin. Ça devient quand même carrément, il se replie sur lui, il se recourbe sur lui-même de plus en plus. Tu es dans des vortex. Tu sors par moment ça s'arrête 2-3 secondes, ça reprend, tu es dans une machine à laver. C'est ça, cette phase intermédiaire. Déjà, elle fait peur. Hein. Quand tu arrives là, je te garantis, tu es juste avant les 4 heures, tu es juste avant Da'at. Là, ça commence à foutre la trouille. Hein. D'abord, tu n'as plus aucun repère, tu n'as plus de repère de profondeur, ni de hauteur, ni de longueur, ni de largeur. Tu as une vision globale, périphérique, où ton cerveau il n'est pas adapté à voir comme ça. Tu vois derrière, devant, en haut, en bas, tout en même temps. C'est comme si tu avais les yeux d'une abeille ou d'une mouche. Il faut rentrer il faut avoir vécu ce passage pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Le luminique à 1% de la vitesse de la lumière et le luminique à 300 000 km/s, tu comprends bien que ce n'est pas la même sensation. Alors, ces phases intermédiaires, en sortie d'hypnagogie et en rentrant dans le luminique, il y a une petite phase intermédiaire qu'on appelle la phase céleste. Et ça comprend aussi les gens qui se voient au-dessus de leur corps, pareil, quand ils dorment. Ouais, ça fait partie du céleste. Ça fait partie du céleste. Ouais, ça fait partie de la phase intermédiaire céleste. C'est pas un corps qu'ils ont qui voit leur corps. Non, ça fait partie du céleste. Ça fait partie de l'hypnagogie, à la fin de l'hypnagogie, qui rentre dans le luminique. Et donc voilà, c'est des réminiscences de tout qui t'informe. Et là, la deuxième phase intermédiaire, c'est la multidimensionnelle. Parce que quand on parle de céleste, on a l'impression que tu es sorti de ton corps, que tu as un corps qui est sorti de ton corps et qui voit ton autre corps en train de dormir ou qui voit ton environnement. Voilà, alors que toi, tu es en train de dire que le céleste, toutes les infos qu'on a, c'est des réminiscences d'autres qui t'envoient ça. Ouais, parce que quand tu sors de l'hypnagogie, là, tu rentres vraiment, quand tu commences le luminique, dans la décorporation à proprement parler. Voilà. Et là, d'un coup, qu'est-ce que tu récupères? Des CD. Les facultés supranormales. C'est pas toi en fait qui les récupères, tu commences à te syntoniser, c'est une mise en résonance avec ton véhicule céleste. Donc à un moment donné, ta glande pinéale, elle est en résonance, les cristaux de ta glande pinéale sont en résonance avec ton champ aurique, avec ton véhicule céleste. Donc tu récupères les propriétés de ton véhicule céleste. Donc quand tu es au barycentre d'un véhicule éthérique
qui est interconnecté avec d'autres véhicules éthériques, mais quand tu étais à 12 ou 14 Hz, tu t'en aperçois pas. Mais quand tu arrives à peu près à 6, 7 Hz en fin d'hypnagogie, en début de luminique, tu récupères les facultés de ton véhicule céleste. Donc l'interconnexion, c'est ce qu'on appelle la phase céleste. À un moment donné, cette phase, tu vas te retrouver, tu vas pouvoir récupérer des informations parcellaires sur, tu vas voir ce qui se passe sur ton toit, tu vas voir ce qui se passe dans ton quartier. Mais tu es à basse vitesse encore là. Tu es en train d'accélérer sur le canal panique, tu es à basse vitesse. Une fois que tu as envie de te laisser aller, parce qu'il faut franchir le cap aussi, faut trancher les liens, il faut continuer à descendre ton activité neuroélectrique. Il y en a, la phase céleste, c'est un écueil. Ils se réincorporent en pensant avoir fait de l'astral. Ils confondent l'astral avec l'hypnagogie et le céleste. Ils n'ont même pas parcouru le luminique jusqu'au multidimensionnel. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Leur psyché ne savent pas la faire accélérer jusqu'au multidimensionnel. Ils n'arrivent pas à atteindre 300 000 km/s. Sinon, ils le décriraient dans leurs livres, les uns et les autres. Moi, je veux bien, j'écoute leurs témoignages, je regarde leur... C'est par rapport à leurs témoignages que je sais où ils sont placés sur ce curseur supraconscient, sur cette séquence supraconsciente. Je pose des curseurs, je me dis, tiens, ils sont allés à tel niveau de l'épreuve, ou à tel niveau, ou à tel niveau. Jusqu'à présent, je n'en vois pas qui ont passé le rideau infrascopique, personne ne l'a traversé. Il n'y a pas les témoignages. Sinon, il le marquerait, il ne le marque pas. Il ne le marque pas parce que ça ne s'invente pas. Certaines personnes pensent que le phénomène est localisé ici, que c'est de l'hypnagogie, du céleste et du luminique. Ils ne savent pas que tu peux aller te fusionner ta psyché avec l'émanation de Dieu, ils ne le savent même pas. Et la salle blanche, ça se situe où là, Ah ben la salle blanche, c'est l'art et la manière de comprimer tout ça. D'accord. C'est-à-dire, j'arrive, depuis peu de temps, c'est 3, 4, 5 ans, pendant 10 ans, je me suis frappé de l'hypnagogie comme tout le monde. Puis quand j'ai commencé à comprendre que l'hypnagogie, c'était de la branlouille et que tu perds ton temps et que le céleste aussi c'est pareil, il y a une manière, c'est de descendre le plus vite possible ton activité neuroélectrique, c'est l'art et la manière. Maintenant, je sais le maîtriser, ça. Et lorsque tu sais maîtriser ça, tu fais la salle blanche, c'est-à-dire tu fais 2, 10, 15, 20 secondes d'hypnagogie, cette espèce de rêve contrôlé. Et puis d'un coup, moi je suis dans la salle blanche, c'est-à-dire je comprime tout ça. Je me retrouve aux portes de la vitesse de la lumière déjà, c'est Kencho, on appelle ça, l'éblouissement. Tu n'as que de la lumière, tu te retrouves dans un endroit, on dirait qu'on appelle aussi la mer de lait. La mer, tu sais, comme si c'était l'océan de lait. C'est comme si tu étais plongé dans un océan de lait lumineux, translucide, lumineux. Tu n'as pas de profondeur, tu sais pas. Cette salle blanche, tu serais incapable de dire si elle mesure des millions d'années-lumière ou si elle fait 10 mètres de long. C'est blanc, c'est lumineux, c'est éclatant. C'est la manière, l'art et la manière qu'ont certains yogis ou supraconscients d'éluder l'hypnagogique, le céleste, et d'arriver pratiquement déjà à 250 000 km/s. C'est-à-dire tu te plonges directement presque en fin de luminique. Et tu arrives ensuite au multidimensionnel et tu traverses le rideau infrascopique. Les yogis, au plus tu travailles cette discipline, au plus tout ça, tu peux le contracter. Et du coup, les communions mercabiques, alors tu les fais quand? Je les fais plus. Tu les fais plus. Ça m'intéresse plus. Ouais. Au début, j'en étais friand de ça. Mais quand tu comprends que tout ça, c'est de la branlouille, que tu perds ton temps et que le but de cette discipline, c'est d'aller dans l'émanation de la substance divine, c'est-à-dire d'aller diluer ton Atman, ton étincelle individuelle, ton étincelle divine individuelle, tu vas la diluer avec le Brahman, qui est de même nature. Atman et Brahman sont de même nature. Quand tu as compris que le but de ce voyage, c'est l'antéversus, mais tu n'en as plus rien à foutre de tous ces machins. Alors que par contre, tous ces gens qui font des livres, des sites sur Google, etc., ils se complaisent là-dedans. Les moins bons se complaisent en hypnagogie, en rêve contrôlé. Certains arrivent jusqu'au céleste, comme Nicolas Fraisse ou 2 ou 3 autres, et puis ils font quelques incursions dans le luminique. Jamais aucun, j'ai vu dans leurs témoignages qu'ils ont passé d'Ahat, les 3 Hz sous le rideau infrascopique. Ils ne te décrivent pas l'antéversus, ils ignorent même que ça existe. Attention, il faut se dire que ce phénomène, au plus tu gagnes 1 Hz, 2 Hz, 100 Hz, au plus ça fait peur. Les sensations sont surmultipliées, c'est exponentiel. Tu vas démarrer à 11 Hz, ça fout un peu les chocottes,
Et puis quand tu vas arriver à 6-7 Hz, que tu vas passer en luminique, que ta psyché va accélérer, ça commence aussi à foutre la trouille. Quand tu passes en multidimensionnel, là tu comprends plus rien, ça fout vraiment la trouille. Da'at, cette mort symbolique, ce frisson de la mort qui parcourt ton canal médulaire, il faut avoir envie de le passer. Parce qu'on a un instinct de survie. Ta conscience, quand elle pense qu'elle va mourir, le réflexe, c'est de te réincorporer. Il faut garder ta sérénité quand tu arrives à 4 Hz. Il faut dire, allez, j'y vais. Je vais te dire un truc, ça fait 16 ans que je fais des séquences supraconscientes. Ça me fout la trouille à chaque fois. On ne peut pas vaincre la peur de Da'at. On la jugule un peu, on fait avec, mais tu ne peux pas vaincre Da'at. Ça me foutra toujours la trouille. Ce passage à 4 Hz, cette implosion qui t'arrive avant de rentrer dans le monde infrascopique, ça fout la trouille. Même si tu connais ce que c'est, tout ça. Même si tu connais ce que c'est, à chaque fois tu te dis, tu as cette appréhension, tu passes, il faut le canaliser. Il faut garder ta sérénité, il faut faire garder ta vacuité cérébrale. Tu sais que tu vas passer par là, tu dis tant pis. Chaque fois tu meurs. C'est comme si tu vis une mort. C'est comme ça, c'est quand tu fais une séquence supraconsciente, à chaque fois, quand tu passes le Da'at, les 4 Hz, tu vis une mort symbolique. Ta conscience pense qu'elle meurt. Il faut pouvoir y arriver, il faut pouvoir le faire, et j'imagine que tout le monde ne part en arrière, c'est clair. Un mec comme moi y est parvenu, ça veut dire que c'est ouvert à tous les hommes, toutes les femmes de la planète. Si moi j'y suis arrivé, c'est que tout le monde peut y arriver. Je te le garantis. Je suis nerveux au quotidien, j'ai des tics, je suis Asperger, j'ai des tocs, j'ai des tics, tu vois que j'ai pas un comportement trop normal des fois dans la journée. Par contre, quand je suis en état de supraconscient, je me ménage ma bulle. Si moi j'y suis arrivé, avec mes tocs et mes tics et mes petits problèmes psychiques, c'est que tout le monde peut y arriver. Certainement, c'est sûr. C'est le yoga, moi, qui m'a fait découvrir ça. Ah ouais, tu l'as dit depuis le début. Moi, c'est le yoga. On faisait un exercice. C'est ce que je voulais savoir. J'espère que ça ne va pas couper la vidéo. Je voulais savoir, ton yoga, tout ça, tout ce que tu fais contre le respiratoire, vacuité, c'est pour arriver à un certain stade, arriver à un temps de Hertz pour déclencher. Non, mais on ne parle pas de Hertz. Dans le yoga, on parle de Turiya, de Samadhi, parle de. C'est pour te mettre dans une situation propice à faire la séquence. Mais si tu l'es déjà dans cette situation, c'est-à-dire que tu vas t'endormir par exemple, quand tu t'endors, tu tombes ton activité de toute manière. Tu es décontracté, tu es presque en catalepsie, tu as la paralysie du sommeil, tout ça, tu es presque dans cet état si tu as bien cherché. Dans l'état que tu veux. Et donc, si tu es déjà dans cet état, pour faire une séquence, le but du jeu, c'est de rester vraiment, d'avoir le dhyana, de rester concentré. C'est ça qu'il faut travailler un maximum. Donc, c'est peut-être plus facile. Enfin, moi, je parle pour moi, parce que j'ai essayé un peu les deux. C'est plus facile peut-être d'aller au lit, de se dire je vais m'endormir, mais essayer de rester concentré le plus possible. Ben non, c'est le meilleur moyen pour échouer, ça. Ah ouais? Ouais, parce que ça, c'est la secousse myolastique assurée. Ah ouais. Putain, c'est pour ça que j'en ai les secousses myelastiques. Bien sûr. Je fais des bonds dans le lit. Si tu t'allonges et que tu te dis, tiens, je vais faire un voyage astral, il va y avoir un conflit. Il va y avoir le conflit de ta physiologie qui pense que tu t'endors et qui fait tout, qui t'envoie toutes les hormones, la dopamine, l'ocytocine, l'endorphine, tout pour te faire endormir. Et puis il y a ta conscience qui veut rester éveillée parce qu'elle a envie de faire un voyage astral. Ça va faire un conflit. Puis à un moment donné, quand tu te déconcentres 1 ou 2 secondes, tu rentres dans l'endormissement. Ta conscience tire une sonnette d'alarme, elle dit non, je vais rester éveillé, ça te fait rater une marche, tu fais une secousse myolastique. C'est un spasme myolastique. C'est très désagréable et ça fait cesser l'expérience. Le méditer allongé, c'est le meilleur moyen de générer des secousses myolastiques. C'est à proscrire. C'est pour ça qu'il faut être en Padmasana, il faut garder ta verticalité, tu te mets en lotus, tu travailles ta verticalité, ton diaphragme, ton contrôle respiratoire, ta vacuité cérébrale. C'est ça le dhyana. Alors dhyana, ça s'écrit comme ça. J'espère que ça tourne encore. Dhyana en sanskrit, ça va donner Chan en chinois. Et en japonais, ça va donner Zen. Dhyana, ça a été compris Zen. Dhyana, Zen. Dhyana, ça va donner Chan et ça va donner Zen. La discipline chez les zénistes, ça s'appelle Kukan Zazenji. C'est simplement, ça veut dire s'asseoir et méditer.
Ku kan zazenji. Ku, ça veut dire le vide, ça veut dire s'asseoir, méditer en faisant le vide. Ku, tu peux dire shunyata aussi, ça veut dire c'est pareil, c'est la vacuité. L'art et la manière de cette discipline, c'est une gymnastique mentale pour faire descendre ton activité neuroélectrique. Si tu te vides de ton mental, de ton ego, tu te remplis de l'émanation de la substance divine. Bon alors dans tout ça, dans toutes ces phases, tout ça, il y a la peur, tout ça qui rentre en ligne de compte, et comment tu la gères? La peur, elle fait partie du phénomène. Il y a 4 choses qu'il faut savoir maîtriser quand tu fais une séquence supraconsciente. Il y a 4 piliers fondamentaux. C'est la décontraction musculaire. Il ne faut pas être tendu, il ne faut pas avoir les épaules crispées. Le visage aussi. Beaucoup de méditants, un défaut majeur dans la méditation profonde, c'est de crisper le visage, de crisper les paupières. Les méditants s'en aperçoivent même pas parfois. Ils cherchent tellement la décorporation forcenée, par force, ils en oublient carrément leur sérénité, ils en oublient même la décontraction musculaire. Ils se tendent, ils font une pré-catalepsie, c'est-à-dire ils se rigidifient le corps avant même que ce soit le moment de le faire. Parce que la catalepsie, elle va intervenir à peu près là, juste avant les 4 Hz. Donc premier pilier, c'est la décontraction musculaire. Décontraction musculaire, ça ne veut pas dire relâchement musculaire. Quand tu es en Padmasana, décontraction musculaire, il faut garder une certaine tension. Ton asana, ta posture, il faut la maintenir. Il faut que tu sois souple, mais faut tenir ta verticalité. Donc on ne parle pas de relâchement, il ne faut pas être comme ça. Il faut toujours que tu penses à ta verticalité. Ton canal pranique, il faut que tu le visualises, cette induction qui traverse ton canal médulaire. La deuxième chose qu'il faut savoir, ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, la deuxième chose qu'il faut savoir maîtriser, c'est la respiration. C'est le contrôle respiratoire. Savoir te servir de ton diaphragme, respiration abdominale, respiration inversée. Ça, c'est des choses, je te le dis. Les yogis. Ouais, non, mais c'est des choses, je te l'ai dit des milliers de fois. Moi, je ne suis pas habilité, moi, à te donner des cours de contrôle respiratoire. Il faut aller voir un professionnel. Lui, il a les habilitations. Prof de yoga, il va t'expliquer comment tu peux travailler ton diaphragme, comment tu peux travailler ta respiration abdominale, ta respiration inversée, comment te servir des deux. C'est la respiration intercostale, claviculaire. Il y a tout un travail à développer au yoga. Moi, je n'ai pas les habilitations. Vaut mieux s'inscrire une fois par semaine ou 2 fois par mois, tous les 15 jours, à un cours de yoga. Tu iras beaucoup plus vite dans cette discipline que si tu attends que moi je te donne le placement du diaphragme. Je saurais pas je suis pas prof de yoga, moi. C'est-à-dire, moi, on me l'a appris, ça. Je ne l'ai pas pondu spontanément, je l'ai appris, il faut le développer. Donc premier pilier, décontraction musculaire. Deuxième pilier, vacuité cérébrale. Troisième pilier, contrôle respiratoire. Troisième pilier, la vacuité cérébrale. Quatrième pilier, c'est la peur. Il ne faut pas oublier que dans tout ce processus psychophysiologique de la décorporation mystique, il y a le facteur peur. Il faut savoir le dompter. Il y a des passages, tout le long, il y a des écueils, tout le long de ce processus qui font peur. L'hypnagogie, déjà, si tu rentres dans une phase hypnagogique mal préparée, avec une mauvaise journée, qu'est-ce que tu vas déclencher? Une hypnagogie démoniaque. Pendant ton rêve contrôlé, qui précède la phase d'accélération luminique, pendant de tes 11 Hz à tes 6 Hz, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir des démons de partout. Les énergies subtiles, quand elles vont commencer à s'ordonner, quand tu vas rentrer dans le céleste, quand tu vas commencer à voir la contre-rotation de ton véhicule céleste, quand tu vas voir les énergies subtiles, les flocons de Haack qui vont se mettre en route avec la contre-rotation, ton cerveau, ton système limbique, tout ça, la moindre ombre, la moindre différentiel de couleur, ben, les gars, ils voient des monstres, ils voient des démons, ils voient des diables de partout. Alors déjà, la phase hypnagogique, si elle est mal gérée, ça fait peur. Attention, une phase hypnagogique angélique, c'est pas bon non plus. Ouais, tu génères ça aussi. Ouais, tu peux générer une phase hypnagogique féerique, où tu vas voir des jolies choses. C'est pas bien parce que ça te scotche ta psyché. Ouais, tu ne penses plus du coup aller dans le luminique. Tu restes fasciné par toutes tes visualisations angéliques, ça te fait rater ta phase d'accélération luminique. Donc que ce soit dans ta phase hypnagogique, que ce soit démoniaque ou angélique, il ne faut pas y prêter attention. La peur, ça démarre déjà ici. Le luminique, après ce qui fait peur,
c'est plus tu vas accélérer, quand tu vas arriver aux abords des 4 Hz, là tu vas rentrer à 5 Hz, tu es dans le mode multidimensionnel, c'est juste avant la mort symbolique. C'est pareil, ça fait peur. Quand ta psyché elle est habituée à fonctionner en 3 dimensions, hauteur, longueur, largeur, facteur temps, nous on est dans un univers qui fonctionne comme ça. Quand tu arrives en multidimensionnel où tu n'as plus de repères de temps, parce que là tu commences à avoir des distorsions avec le temps, quand tu n'as plus de repères de hauteur, de longueur, de profondeur, ta conscience elle va être perdue. Elle va penser qu'il se passe quelque chose de grave, et tu as un réflexe, c'est de te réincorporer. La peur, elle va survenir. Alors la pire des peurs dans ce phénomène, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est les 4 Hz, c'est date. Voilà, c'est quand tu vas subir ton effondrement, tu vas penser que tu meurs, ta conscience, elle pense qu'elle meurt. Là. Ça fait ça à tous les yogis, à tous les supraconscients, tous les gens qui font des disciplines psychophysiologiques. L'écueil des 4 Hz, c'est reconnu, ça fait peur. Bon, si tu arrives à passer l'écueil de l'hypnagogie, du luminique, et que tu traverses le rideau de date et que tu rentres dans l'infrascopique, après c'est que du bonheur. Il y a un prix à payer pour atteindre l'enstase mystique. Mon infrascopique, c'est un stase mystique, c'est ici, c'est entre 3 Hz et 1 Hz d'activité neuroélectrique. Alors gardez le dhyana, le chan, le zen, gardez ta conscience de 11 Hz à 1 Hz, c'est une gymnastique mentale. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut le travailler. Et tu gagnes étape par étape de Hertz en Hertz. Parce que chaque Hertz, chaque fois que tu vas descendre de Hertz en Hertz, l'expérience va se modéliser différemment. Tu rentres de plus en plus dans quelque chose d'intense. L'intensité, au plus tu descends ton activité neuroélectrique, au plus cette expérience devient intense. Il y a tout qui fait peur tout le long. Après, moi, je suis l'exemple vivant qu'on n'en meurt pas. Arriver à un Hertz d'activité neuroélectrique, il y en a qui te disent « oui, mais tu descends encore au-dessous ». Des neurologues te disent l'enstase mystique, ça peut être à 0,5 Hz. Tu es aux portes de la mort cérébrale. Ouais, mais j'ai vu aussi qu'on est à 0,5 Hz, c'est dans le sommeil profond aussi. Ouais, mais là, le sommeil profond, c'est voulu. Tu n'as pas conscience. Est-ce que tu es conscient quand tu es en sommeil profond? Ah non. Eh ben non. Là, le sommeil profond, le vrai terme du sommeil profond, c'est l'état semi-végétatif. Quand tu es à 0,5 Hz ou 1 Hz d'activité neuroélectrique, ça veut dire que c'est les fonctions vitales. La respiration, les battements de cœur, mais tu n'as même pas la conscience. Tu n'as rien, tu es un légume, c'est le stade, c'est un état semi-végétatif. C'est ça le sommeil profond. Par contre, une séquence supraconsciente, c'est l'art et la manière d'aller vers cet état semi-végétatif tout en gardant ta conscience. C'est ce que les hindouistes appellent le dhyana. Il faut tenir, c'est une gymnastique mentale. Ta physiologie va penser que tu t'endors, ta conscience va maintenir ta psyché éveillée. C'est un paradoxe où ton corps va rentrer dans cet état semi-végétatif et il y a tout pour s'endormir. C'est normal si tu es allongé. Si tu fais tes séquences supraconscientes allongées, tu t'endormiras toujours. Et le moment où on rêve quand on s'endort, c'est le sommeil paradoxal, c'est pas le sommeil profond. Ah non. D'accord. Un jour, tu m'as justement, on ne peut pas confondre, on ne peut pas se dire on est en train de faire un rêve dans le sommeil profond. Non, le rêve, le rêve paradoxal, l'état de rêve, c'est lié à l'hypnagogie. C'est ici que ça se situe. Ensuite, l'enstase mystique, elle se situe dans l'état semi-végétatif. Alors pourquoi les neurologues l'appellent l'éveil paradoxal? Pourquoi? Parce que c'est paradoxal. Tu as un électroencéphalogramme quasiment plat. Tu vas générer 0,5 ou 1 Hz d'activité neuroélectrique. Tu as un électroencéphalogramme quasiment plat. Et pourtant, à ce moment-là, tu as une expansion de conscience. Tu as une psyché ultra exacerbée. Donc les neurologues, ils l'ont appelé l'éveil paradoxal. L'enstase mystique, c'est un éveil paradoxal. C'est tous les capteurs biologiques qu'on va mettre sur toi, électroniques, on va te mettre des capteurs de tous les côtés, sur le crâne, le cœur et tout. Ça va enregistrer un état semi-végétatif. Et pourtant, toi, tu auras une conscience, tu seras partout et nulle part à la fois. Tu vas avoir une amplitude de conscience que tu n'as jamais connue. C'est un grand mystère, ça c'est Ben Alexander qui a expliqué que c'est de là, depuis quelque temps, les neurologues se sont aperçus que la conscience n'était pas encodée dans la matière grise. Il se passe quelque chose ailleurs, donc c'est où?
dans le champ aurique, c'est les Le champ véhicules aurique. célestes. Ouais. Nos souvenirs, ainsi que tout le reste, c'est pas stocké dans... Le cerveau, c'est un relais biologique. Voilà, c'est le champ aurique, le véhicule céleste, se sert des cerveaux comme relais biologique. Et Ben Alexander, qui a frôlé la mort parce qu'il s'était fait ronger le cerveau, ce neurologue, il avait attrapé une Méningite. une méningite, il s'était fait ronger le cerveau. Il a vécu une anstase mystique et il a écrit un livre depuis parce qu'il a compris comment fonctionne réellement. Pourtant, c'est un neurologue, hein, là il rentre dans l'ésotérique à fond. Hein. Ah bah oui, tu peux pas faire autrement à un moment donné, quoi. Donc j'invite les personnes qui sont intéressées par son témoignage, il s'appelle Eben Alexander, qui s'est aperçu que c'est le champ aurique qui contrôle tout. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a cru que l'aura qui est générée par le corps, que l'aura était la répercussion de la biologie. C'est l'inverse. C'est le champ aurique qui crée le biologique. C'est l'inverse. C'est nos véhicules célestes qui nous conçoivent. Et c'est pas l'inverse. L'aura n'est pas la résultante de notre activité biologique ou neuroélectrique. C'est l'inverse. Ouais, c'est encore une histoire d'ego, quoi. On se prend pour quelqu'un, quoi. On se prend pour quelqu'un, en fait. Et Ben Alexander l'a compris. Lui, c'est un éminent neurologue aux États-Unis. Il est reconnu internationalement. Il a dit voilà, je vous explique. Il ne se passe rien dans le cerveau. C'est juste un relais biologique. Toute notre conscience est stockée dans le champ aurique. C'est nos véhicules célestes qui contiennent toutes ces informations. Ton véhicule céleste, il contient même ta mémoire mercabique. Lui, il contient toutes les identités qui t'ont précédé. Tes creusets, c'est toujours les mêmes. Tes 4 creusets, c'est toujours les mêmes. Ton instinctif, ton émotionnel, ton analytique, ton spirituel, ça, c'est ton soi divin, ils ne changeront jamais, c'est éternel. Par contre, toutes tes identités, tu es mort et tu es né une quantité incalculable de fois. Ben ça, ton champ aurique, il a gardé en mémoire. C'est la mémoire mercabique. Et ça, tu y as accès? En état de supraconscience. Eh oui. Après, c'est une perte de temps. Ah ouais? Ouais. C'est comme se complaire en hypnagogie ou en céleste. C'est-à-dire, quand tu as compris cette discipline qu'elle te mène dans l'émanation de la substance divine, tu as envie d'aller là-bas. Donc moi j'ai lu de l'hypnagogie, maintenant ça me prend, au lieu de faire une phase d'hypnagogie qui s'éternise, ça me prend quelques secondes là. Dès que j'ai mes visualisations, je sais faire descendre mon activité neuroélectrique le plus vite possible pour éluder ça. En fait, ça sert à rien, c'est une mise en condition de ton corps. Si tu sais passer cet écueil, que tu arrives à virer la phase hypnagogique et céleste, c'est-à-dire que tu passes très très vite, 11, 10, 9, 8, 7, 6, et quand tu arrives à la salle blanche, eh ben, tu es aux portes du multidimensionnel. C'est-à-dire, moi j'essaye d'effacer tout ça maintenant. Je plonge directement et j'arrive aux portes de l'infrascopique. C'est une gymnastique mentale aussi. Je l'ai acquis en une quinzaine d'années. Ça ne s'acquiert pas comme ça en 3 semaines. C'est du travail, c'est tous les soirs méditer, c'est comprendre le mécanisme, les ressorts de ce phénomène, comment ça se passe, faire des expérimentations, tâtonner. Des fois, essayer quelque chose, ça ne fonctionne pas. Tu te dis, bon là, je fais fausse route. Et puis le lendemain, tu trouves comment ça fonctionne mieux. Tu te dis, tiens, ça, il faut que je le garde. Et en tâtonnant, comme ça, d'année en année, ben, tu progresses. Moi, maintenant, ça, j'ai la capacité d'aller dans le luminique assez vite. J'efface l'hypnagogie et le céleste. Je fais direct la salle blanche et le canal pranique. Et ça t'arrive d'échouer complètement? Bien sûr. Bah, bien sûr. Bien sûr. Ça m'arrive... C'est très rare, mais ça m'est même arrivé à 1 ou 2 reprises de faire du démoniaque. Pourquoi? J'avais été contrarié l'après-midi, j'ai voulu par force le soir faire une séquence supraconsciente, mais pourtant il ne fallait pas le faire. Faut pas y aller quand t'es pas bien. Faut pas y aller, faut pas chercher l'astral pour l'astral ou l'infrascopique pour l'infrascopique. C'est quand tu y vas et que c'est pas le moment, le phénomène te rejette. Ouais. Alors ça, c'est ce que les gens appellent bas astral. Ouais. Voilà. Ça, c'est ce que les gens appellent astral. Et ça, c'est ce que les gens appellent haut astral. Alors, les hauts astral, ils n'y ont jamais mis les pieds, mais ils t'en parlent. Et ça, c'est le bas astral. Alors, le bas astral, c'est des termes galvaudés qui veulent rien dire. Il vaut mieux dire hypnagogie, c'est le terme adéquat. C'est le nom scientifique en neurologie pour traiter du rêve contrôlé. Alors, là, c'est un truc, c'est un piège. Moi, j'ai perdu des années là-dedans. Je te dis, j'ai perdu 3 ou 4 ans là-dedans. J'ai exploré tout ce monde hypnagogique et je me suis aperçu à la fin que ça servait à rien.
C'était bidon. Ouais, c'est juste, comme tu dis, ça peut être féerique, ça peut être grisant. Ouais, parce que j'ai pas l'habitude de vivre. Ouais, parce que j'ai eu l'art et la manière, moi, de déclencher assez vite des hypnagogies féeriques. Et puis j'ai mis longtemps à comprendre que c'était un écueil. C'est-à-dire en parlant avec ma prof de yoga ou avec des gens qui font la même discipline que moi, qui me disaient fais gaffe, ça te fait rater ton luminique et ton infrascopique. Ne te complais pas dans une phase hypnagogique féerique, une phase angélique où tu visualises des choses très agréables. Ça t'empêchera d'aller dans le canal pranique. Il ne faut pas se complaire là-dedans. Et beaucoup de gens confondent l'astral avec l'hypnagogie. Des gens qui ont écrit des livres, qui ont fait des sites sur Google, qui font des émissions sur YouTube, quand ils te décrivent certains passages, je vois qu'ils ne parlent ni du canal pranique, ni du rideau infrascopique, ni de rien du tout. C'est des gens qui sont bloqués en hypnagogie. Surtout ils sont en 3D. Hein. Ouais, parce qu'ils sont persuadés qu'il y a plusieurs plans de conscience, plusieurs plans de trucs. Ouais, ça c'est la théosophie qui a infecté tous les cerveaux. Voilà, ils se disent l'hypnagogie c'est du rêve, mais le rêve c'est vrai, c'est une autre dimension, tout ça. Alors, ils font tout ça, ils regroupent tout ça. Ouais. En fait, non, ils ne comprennent pas que c'est... Non, c'est ce qu'ils appellent déjà le bas astral, mais enfin bon, ça n'existe pas le bas astral. Tous ces gens qui pensent qu'ils se font parasiter par des démons ou des je sais pas des entités quelconques, des entités maléfiques, enfin je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, ça n'existe pas. C'est généré, c'est auto-généré par leur propre système limbique. Ce sont des chimères, c'est des problèmes qu'ils ont dans leur psyché. D'ailleurs, au yoga, on arrive à détecter de la sérénité ou si un homme est tracassé par rapport aux phases hypnagogiques qu'il va te décrire. Si le mec te décrit des phases angéliques, tu vas te dire, tiens, lui, ça va, il est équilibré, il est bien. Si le mec te décrit que des... Bon, il y a des mecs qui me laissent des messages, t'as pas vu des fois? Oui, mais tu ne sais pas, tu n'as pas vu les démons, moi je les ai vus. Mais c'est de l'hypnagogie, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est autogénéré par leur propre système limbique. Ça veut dire c'est des gens tracassés, ça. Je te le dis. Oui, un mec qui tous les soirs génère des hypnagogies démoniaques, c'est le mec, ça tourne pas rond dans sa tête. Hein. C'est révélateur de pathologie même des fois. Les gens qui n'arrivent pas à rentrer dans le luminique, attention, il y a des gros problèmes. Des fois, il y en a qui tournent pas rond. Hein. Au plus tu génères des phases démoniaques, au plus ça veut dire que tu tournes pas rond. Il y en a qui entendent aussi des voix. C'est la clairaudition. Oui, je l'ai moi ça, bien sûr. Déjà la clairaudition, tu entends des mélodies des fois. C'est tubulaire. Mais ça vient d'où ça? C'est des réminiscences, on appelle ça. C'est des sons qui arrivent, que tu captes d'autres véhicules célestes. C'est la clairaudition. Tu peux même t'en servir, certains, je te l'ai déjà expliqué, les services spéciaux aux USA, en Russie, en Chine, les supraconscients sont très à la mode depuis une quinzaine d'années. Ils sont friands de gens qui ont des capacités supranormales comme ça. Ils les intègrent dans des services spéciaux, ils sont grassement payés et on se sert de leur talent de projecteurs de conscience. On les envoie visiter des sites stratégiques. Les Russes vont espionner grâce à des supraconscients des sites stratégiques américains, vice-versa. Un supraconscient il a la possibilité de... Et ça, ils font ça en céleste alors du coup? Ouais, parce que quand tu maîtrises ça, tu sais que tu peux te servir de l'interconnexion merkabique. Si ton véhicule céleste se branche avec un véhicule céleste russe dans un site stratégique, tu vas voir tout ce que le gars y voit. C'est un travail entre véhicules célestes. C'est même pas toi qui le fais, c'est de véhicule céleste à véhicule céleste. Le mode céleste, cette interconnexion merkabique, elle est utilisée par les militaires actuellement. Les plus grands espions actuellement, ce sont des supraconscients. Ils font une projection de conscience, ils utilisent la biolocation. Attention, il y a des supraconscients qui sont encore beaucoup plus qualifiés que moi. Ils arrivent à maîtriser l'ubiquité. C'est-à-dire ils arrivent à se projeter dans plusieurs endroits à la fois. Et voilà, du coup, ils ramènent des choses alors du coup? Ben, quand tu es dans le céleste, tu ramènes des choses parce que tu arrives à les comprendre. Oui, si tu es dans les systèmes stratégiques, tu es sur la Terre, tu comprends ton environnement, donc bien sûr. On leur demande surtout, va voir comment sont configurés les locaux, essaye de voir où sont situées les armes, les réserves, la nourriture. Tout est enterré par les militaires, c'est des bunkers qui font des 10-15 étages de profondeur. Les militaires se sont enterrés
depuis une cinquantaine d'années, depuis la guerre froide. Tous les plus gros sites stratégiques, ils sont souterrains. Alors maintenant, on envoie des supraconscients. On envoie des gens, comme c'est des niveaux de sécurité, c'est SR4, SR5, il faut des habilitations, des badges. Tu ne peux pas envoyer d'espions dedans. C'est trop surveillé, tu ne pourras jamais envoyer un espion en chair et en os. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les services spéciaux depuis une quinzaine d'années? Ils ont recours à des supraconscients qui maîtrisent le voyage astral. Ça m'étonne que Nicolas Fraisse, on ne lui a pas fait des appels du pied déjà. Lui, il a été récupéré par le centre de noétique à Genève. Oui, mais apparemment, ils ne sont pas au courant que ça existe depuis longtemps, quoi. Je veux dire, ils font encore des recherches sur ce qu'il fait, lui. Non, mais les militaires, eux, l'armée, c'est la grande muette. Ils te disent rien du tout. Hein. Ouais. Toutes leurs avancées technologiques, psychophysiologiques, se le gardent pour eux. Hein. Les militaires, ils n'en ont rien à foutre, toi, de tes séquences supraconscientes. Si t'es un bon, ils te recrutent. Si t'es un bon, ils te recrutent. Mais après, tu leur appartiens. Ouais. Faut... Ah ouais. Et bien sûr, après, il faut dire où tu vas, quand tu vas, tu es réquisitionné, non, tu restes là, tu deviens un semi-militaire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Monsieur Nicolas Fraisse, il a été récupéré par le centre de noétique, mais le centre de noétique a 30 ans de retard sur les militaires. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Ben, bien sûr, il a 30 ou 35 ans de retard sur les militaires. Ils sont bien gentils, ce centre de noétique. Mais les militaires ont compris le coup depuis longtemps. Hein. Il y en a un très bon aux États-Unis. Hein. Il y en a un actuellement, c'est lui qui est capable d'ubiquité. Il travaille, dans la NSA, il travaille, c'est même pas la CIA. Il travaille, il est en niveau SR5, il a un badge, il peut aller dans tous les endroits du site. C'est-à-dire, il a autant d'impact maintenant que le directeur de ce service spécial. Il est mis comme ça. Mais pourquoi on le connaît alors? Pourquoi on le connaît? Parce que quand les gens partent à la retraite, certains militaires, ils sont plus tenus au secret militaire. Ouais, ils balancent. Puis ils ont dit, tiens, il y a monsieur Intel, Steve, machin, regarde ce qu'il a fait, c'est fantastique. Le mec travaille depuis une trentaine d'années pour les services spéciaux américains. Et puis quand il y a eu la guerre froide, quand il y a eu la fin de la guerre froide, quand on est arrivé en 91, la chute du mur de Berlin, la perestroïka, le glasnost, l'URSS s'est cassé la figure. Donc il y a certains secrets militaires qui ont été divulgués, parce que l'URSS n'existait plus. Avant que ça se redevienne une nation forte, il y a eu un peu de flottement quand il y avait Boris Eltsine, etc. Et là, il y a des choses qui se sont sues, qu'il y avait des silos de missiles à tel endroit, des installations comme ça. Ce mec, ce supraconscient, l'avait trouvé depuis 30 ans. Ouais. Donc ça a troué le cul à tout le monde. Parce que là, les Américains ont eu la preuve que tout ce qu'il disait ce mec depuis 30 ans, c'était la vérité. Quand il disait, là, il y a des silos, il y a 4 missiles enterrés à la frontière avec le Kazakhstan, là, il y a une réserve comme ça, d'eau potable, là, il y a un site qui peut accueillir 20 000 militaires, là, c'est comme ça. C'est tout enterré maintenant. Il n'y a que des supraconscients qui arrivent à faire une projection pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et alors c'est pareil pour ceux qui retrouvent des personnes aussi disparues? Ouais, ils font du céleste. Voilà. Ils utilisent la fonction céleste, c'est ACR, d'activité neuroélectrique. Tu rentres en interconnexion mercabique. En fait, toi tu fais rien. C'est de véhicule céleste à véhicule céleste, ils te font profiter de leur mode tachyonique, de leur interconnexion et de leur mode tachyonique. Les Merkaba échangent perpétuellement des informations. Alors Jung l'avait trouvé, c'est la mémoire collective, c'est l'inconscient collectif, vient de là, c'est l'interconnexion mercabique. Quand les gens se disent, tiens, j'ai eu de l'intuition, je pense que ce mec est mauvais, ou oui, j'ai de l'intuition, je pense que ce mec est quelqu'un de valeur, c'est l'interconnexion mercabique qui te fait ressentir si le mec c'est un pourri ou si c'est un bonhomme. D'accord, donc les gens intuitifs, c'est qu'ils ont des prédispositions pour faire du céleste quelque part. Ouais, on peut voir ça comme ça. D'accord. Les femmes sont bonnes à ça, elles sont meilleures, mais elles ne l'utilisent pas parce qu'elles n'ont pas un esprit comme ça belliqueux, militaire. C'est pas quelque chose c'est plus quelque chose qu'elles développent maintenant. Elles l'avaient au paléolithique, à l'ère magdalénienne. Maintenant, elles se consacrent à d'autres tâches. Pourtant, elles sont meilleures que nous. Une femme est bien meilleure pour maîtriser ça qu'un homme. Donc il y a plus de supraconscientes que de supraconscients. Ouais, plus de supraconscientes potentielles. Mais les hommes sont plus friands de ce phénomène. Sur 100 supraconscientes potentielles, il y en a une ou deux qui vont s'amuser à développer cette faculté. Et sur 100 supraconscients potentiels masculins, il y en a 30.
Les hommes sont plus attirés par ce genre de discipline, bien qu'ils soient moins prédisposés. Moins bien prédisposés que les femmes. Bien. Après, attention, ça, quand tu apprends les ressorts, les mécanismes de la gymnastique mentale, comment ça fonctionne, tu l'oublies plus. C'est comme le vélo ou la natation. Une fois que tu as trouvé la technique, ça ne s'oublie plus. Et après, tu peux comprimer les passages. Ouais, mais ça m'a pris des années. Ouais. Moi, je m'en suis frappé pendant des années de l'hypnagogie, des séquences luminiques avortées. Tu accélères, tu commences, hop là, puis tu arrives là. Pourquoi? Parce que moi, les 4 Hz, au début, ça me faisait peur. Je sentais qu'il se passait des choses. Quand tu arrives dans le multidimensionnel, tu perds tous tes repères. Et puis, quand tu arrives aux portes des 4 Hz, tu penses que tu vas mourir. C'est simple, ta conscience, ta psyché, elle pense que tu as atteint le point de non-retour. Tu te dis, là, c'est fini, je reviens plus. J'arrive plus à me réincorporer. Et alors, quand tu meurs pour de bon, tu vas jusqu'au bout. C'est ce qui se passe. Voilà, tu vas jusqu'au bout et puis après, tu as ton canal pranique qui est rompu. Quoi. Le processus d'une séquence supraconsciente, le processus de la mort, c'est pareil. Les EMI, les gars qui font une EMI, te décrivent une séquence supraconsciente, hypnagogie, luminique, infrascopique. C'est pareil. Que tu meurs, que tu fasses de l'astral, c'est pareil, tu vas vers l'antéversus. En thanatologie, l'étude de la mort cartésienne, 4 Hz, c'est là, quand tu as un accident, quand ton activité neuroélectrique elle chute brutement à 4 Hz, c'est là que tu ressens dans ta psyché le frisson de la mort. Tu le sais que tu vas mourir, tu le ressens. Mais à 3 Hz, une fois que tu as passé ce rideau infrascopique, que tu rentres dans le monde infrascopique, c'est que du bonheur. Ah, d'accord. Faut pas le craindre, ça. Si ça peut rassurer les gens, au moment de la mort, ça dure 1 seconde et demie, cette angoisse. Tu as cette oppression, cette implosion qui arrive avec ce néant, trou noir. Ça dure 1 seconde et demie, 2 secondes. Ouais, et puis d'un coup, le flot de lumière qui arrive, tu rentres dans le monde infrascopique. Et avant que tu aies ce monde infrascopique, tout ça, c'est vraiment très court. T'as pas un moment de flottement de X temps où tu te retrouves n'importe où. Si, il y en a, c'est ce qu'on appelle les limbes. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont morts. Quand ils meurent subitement, ils n'arrivent pas, ils se font percuter par un camion, ils n'ont même pas compris qu'ils étaient morts. Eh ben, c'est ce qu'on appelle les limbes, leur psyché. Et leur véhicule céleste, en fait, ils tournent, ils virent, ils restent dans le luminique, ils empruntent le canal pranique, ils tournent, ils virent. Ils n'ont pas compris que ça mène à l'infrascopique. Il faut vraiment que le véhicule céleste, à un moment donné, tire la psyché vers là où il doit aller. Ça fait très peur aux taoïstes, aux bouddhistes et aux hindouistes. De rater le voyage vers l'infrascopique, de rater le voyage vers le moksha, le nirvana. Ça leur fait très peur. Ah ouais, c'est carrément, comme tu dis, les limbes, on entend parler dans les films de peur. Ouais, parce qu'un taoïste ratait le voyage pour le taoté, pour l'antéversus. Il pense qu'il va rester bloqué en hypnagogie ou en luminique ou en céleste pendant des millions d'années. Il a peur de ça. Ben, ça fait peur. Hein. C'est pour ça que de leur vivant, ils le travaillent. Et c'est pour ça qu'on appelle ça, ces doctrines, des doctrines à haute intensité spirituelle. C'est des religions qui t'apprennent à maîtriser de ton vivant le phénomène, le processus psychophysiologique de la mort. Et tout le monde, ça arrive ça, de rester longtemps dans les limbes ou je veux dire où c'est. Là, tu me demandes une question que j'ignore. Là, je sais pas. Ça doit arriver, certaines personnes, mais je pense pas qu'il reste des millions d'années bloqués comme ça. Bon. Par contre, ça crée, ça je le sais, ça crée des désordres dans ta future incarnation. Au plus tu vas vivre mal ce phénomène de la mort, au plus tu vas le vivre mal, ce processus, avant d'arriver à l'antéversus, au plus ça va te créer ton incarnation suivante va être déréglée. C'est là les problèmes de trisomie. Tu vas renaître sous une forme, c'est pas la bonne. Tu seras un humain, mais tu seras un humain pas comme il faut. D'accord. Et c'est là qu'il ne faut pas essayer de rentrer en contact avec ces gens-là par le spiritisme ou par... Ouais, mais ça sert à rien, il n'y a pas de royaume des morts. Les gens, ils essaient de rentrer en contact avec des morts, on vit dans un univers de réincarnation. C'est pour ça. Alors, ça me fait rire. Dans ce laps de temps, tu peux pas ni rentrer en contact avec sa Merkaba ou... Non, mais même, ça sert à rien. Ouais.
Une Merkaba, un supraconscient qui essaie de rentrer en contact avec un gars qui est en train de faire son voyage vers l'inframonde, il ne le fera pas, le supraconscient. Il va dire à tout le monde, mais arrêtez, laissez-le tranquille. Après, il y a des oiseaux, les oiseaux de service qui se mettent comme ça, qui se prennent pour des fakirs, des médiums autoproclamés qui abusent de la naïveté des gens parce qu'ils veulent du pognon, ils veulent des sous. Ça coûte 100 balles la séance. Mais ça, c'est des charlots. Je te parle, les vrais qui maîtrisent cette discipline. Si tu vas lui demander à n'importe quel supraconscient, n'importe quel yogi de la planète, tu lui dis, tu peux me mettre en contact avec le tonton qui est mort, ou il va te dire, mais non, laisse-le tranquille. Ouais. Quand un individu meurt, on est en train de parler d'un mec qui est mort il y a 20 ans, un tonton, n'importe qui. Actuellement, il n'est pas dans un royaume des morts, il est vivant sous une forme nouvelle, un homme ou une femme de 20 ans, un jeune homme ou une jeune femme de 20 ans. Ça on a bien compris. Voilà. Essayez de rentrer en contact avec quelqu'un qui est mort en espérant qu'il soit dans un royaume des morts et qui communique avec toi, c'est du flan. Et ça a généré des milliards d'euros et de dollars, ça. C'est un business. Les gens, il y a des gens qui vivent sur la misère et la détresse d'autres gens. Et c'est dans la théosophie, ça, ou c'est quoi? De quoi? Ben ça, c'était ce dont on parle. Essayer de communiquer avec les morts ou n'importe quoi. Non, ça relève du spiritisme. Ça n'a rien à voir avec... C'est une autre mouvance, c'est le spiritisme. C'est encore autre chose. C'était une discipline qui était... enfin, une discipline, on ne peut pas appeler ça une discipline. C'était une mouvance. Au 19e siècle, c'était le spiritisme. Victor Hugo, un écrivain qui était féru de ça, c'était faire tourner les tables, contacter les morts. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a eu des contacts établis, mais pas avec des morts. C'était des contacts établis avec des chants auriques de personnes réincarnées. Par contre, quand il y avait des... ça fait très très peur. Quand il y avait des phénomènes paranormaux, c'est arrivé à Victor Hugo, à d'autres. C'est les poltergeists, mais c'est ton chant aurique qui génère ça. C'est l'activité électromagnétique de ton véhicule céleste conjugué avec la force vive qui a des propriétés tachyoniques, donc ça relève de autre chose que de la raison. On rentre dans l'émanation de Dieu là. Ben, ça te fend des murs, ça te déplace des objets métalliques, ça te casse des vitres. Et ça, eux, ils pensaient que c'était des fantômes qui venaient les tourmenter. C'était juste l'activité, l'intensité de l'activité électromagnétique des champs auriques d'une personne qui était en état de conscience modifié. Il n'y a pas de fantômes, il n'y a pas de royaume des morts, il n'y a pas de démons. Ça, je sais. Les seuls démons qui vivent sur la planète, c'est les sapiens sapiens. On est porteurs du germe Quay, on est les démons qui habitent, nous sommes les démons qui habitons cette planète. Et on l'a détruit, on fait tout. Ben, on la massacre. Un massacre. Et ouais, les animaux, ils n'ont pas ce truc, ce creuset spirituel. En plus, ça va avec l'intelligence. Au plus un être est intelligent, au plus il développe le Quay, développe ce germe du mal. À la base, le E égale MC2, ça aurait pu générer uniquement des centrales nucléaires pour faire de l'électricité, se chauffer. Ça a généré quoi? Des bombes. C'est le Quay. C'est l'humain. Quand il y a une opportunité pour faire du bien, lui en premier va s'en servir pour faire du mal. C'est le Quay. C'est ce dragon malfaisant qui habite la psyché des hommes. Qui voit un peu plus clair, parce que ça, les phases intermédiaires, on en a parlé pendant des mois et des mois. Ça ne devait pas arriver maintenant, c'était programmé dans plusieurs semaines. Mais pourquoi? C'est bien ça maintenant. Ben, pour y aller petit à petit, parce que moi je pense que quand tu vas trop vite, tu en mêles plus les pinceaux qu'autre chose. Ouais, je pense qu'il y en a qui avaient besoin de savoir la différence entre ça et ça, Céleste. Ils avaient besoin de ça. Moi j'évoque à chaque fois les 3 étapes principales, parce que les phases intermédiaires, elles sont courtes. Hein. J'évoque hypnagogie luminique et infrascopique, parce que c'est sur ça que tu travailles. En fait, le céleste et le multidimensionnel, tu n'as pas besoin de les travailler, ils se font automatiquement. C'est juste pour expliquer en temps et en heure, je voulais y arriver doucement, expliquer, il ne faut pas avoir peur à certaines étapes de ce processus. Je suis la preuve vivante qu'on n'en meurt pas, tu reviens toujours du monde infrascopique, sauf si tu décides toi-même de faire cessation. Ouais. C'est pour ça que tu parlais des fois d'aller dans les hôpitaux pour leur apprendre un peu la supraconscience à des gens qui sont condamnés ou qui
qui sont très mal en point, tout ça. Alors c'est bien beau, mais s'ils génèrent ces séquences de supraconscience, en fait, ils vont jamais revenir. Ils vont rester, ils vont faire cessation à tous les coups. Non, mais déjà pour aller dans l'infrascopique, ça va leur prendre des années, des années. Moi, je voulais aller voir ceux qui ont le lock syndrome. Le syndrome de verrouillage, qui sont tétraplégiques, lourds, c'est-à-dire ils peuvent bouger que les yeux. Bouger les yeux et les paupières, ils arrivent à communiquer comme ça, ils sont alimentés par sonde. Et ils ont toute leur lucidité, mais ils sont enfermés dans une prison organique. Ils sont prisonniers de leur corps. Et je voulais aller à la rencontre de personnes comme ça, pour leur faire découvrir l'hypnagogie, le luminique, pour les faire évader de leur corps. Après, arriver en mode infrascopique, faut pas rêver, ça prend des années, tu ne leur apprends pas en 3 semaines. Mais comme ils ont que ça à faire, c'est malheureux de dire ça, mais comme ils ont que ça à faire, c'est des gens qui peuvent être assidus. Je voulais d'abord, au préalable, aller parler avec les médecins qui s'occupent d'eux, pour savoir comment ça fonctionne au niveau de leur diaphragne, au niveau de leur respiration. Parce que comme il faut maîtriser un peu la respiration... Tu veux vraiment le faire, ça? T'as intérêt? Ça me tourne dans la tête depuis des années. On peut essayer de prendre rendez-vous avec ceux qui travaillent là-bas à l'hôpital. À titre bénévole, c'est pas pour gagner des sous, moi je fais tout ça gratuitement. C'était pour aller à la rencontre de... Enfin c'est surtout les jeunes, moi après c'est pas trop... Un mec de mon âge, ça va me faire moins de peine. Si je pense à des jeunes moi, qui se sont fait le coup du lapin en scooter, qui ont le lock syndrome, ils ont 16, 17 ans, ils sont condamnés à vivre avec toute leur lucidité dans un corps inerte. Ouais, c'est terrible. Voilà, messieurs, dames, c'était la 33e vidéo. J'espère que ça vous a plu. On a appris beaucoup de choses, Céleste, multidimensionnelles, plein de questions que vous posiez. Et on vous donne rendez-vous pour la 34e vidéo. Sur ce, bien le bonsoir, à bientôt. Ciao, ciao.